La dernière lueur du crépuscule filtrait à travers les hautes fenêtres du bureau, mais Guillaume Morel ne la voyait pas. Ses yeux, d'un bleu autrefois comparé au ciel d'été sur la Loire, étaient fixés sur le verre de vin posé devant lui. Un Richebourg Grand Cru, millésime 2012, l'un des joyaux de sa cave personnelle, une bouteille que n'importe quel collectionneur se serait arraché. Le liquide, d'un rubis profond, captait les rares rayons pourpres du soir, promettant des arômes de cerises noires, de truffes et de terre humide. Une symphonie en bouteille, une symphonie qu'il ne pouvait plus entendre. Le verre était là depuis 1 heure, intact, froid. 3 ans, jour pour jour, 3 ans que le silence avait remplacé les rires d'Élise. 3 ans que le domaine Morel, ce géant de pierre et de vigne qui avait fait la fierté de sa famille sur 5 générations, n'était plus qu'un mausolée. Un royaume dont le roi avait abdiqué sans jamais quitter son trône. Il était devenu un fantôme hantant les couloirs de sa propre vie, une ombre glissant sur les parquets cirés qui avaient autrefois résonné des pas de danse de sa femme. Dehors, le vent de novembre balayait les rangs de vignes désormais dépouillés, un murmure plaintif qui semblait porter le poids de tous les hivers passés et à venir. Guillaume ferma les yeux. L'odeur du bois de chêne de son bureau, du cuir des fauteuils, du papier des vieux livres, tout était imprégné d'elle. Son souvenir était à la fois son seul réconfort et sa torture la plus exquise. Chaque objet, chaque recoin de cette immense bâtisse racontait une histoire dont la fin était toujours la même. Un virage manqué sur une route de campagne détrempée, le crissement des pneus, puis le silence absolu. Le téléphone sur son bureau resta muet. Ses associés avaient abandonné l'idée de le joindre directement. Les invitations aux dégustations, les galas de charité, les réunions du conseil d'administration, tout était renvoyé, filtré par une secrétaire à Paris qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Le monde extérieur pouvait bien s'effondrer. Le domaine Morel pouvait bien péricliter. Cela n'avait plus la moindre importance. Le cœur de l'Empire ne battait plus, car le sien s'était arrêté ce jour-là. C'est dans cette atmosphère sépulcrale que la grille du domaine s'ouvrit en grinçant pour laisser passer un taxi modeste venu de la gare de Saumur. À son bord, Céline Arnaud regardait, les mains posées à plat sur son sac, les silhouettes des chênes centenaires défiler le long de l'allée majestueuse. Elle avait vu des photos du château, bien sûr, des images sur des magazines de luxe qui vantaient la beauté de l'architecture Renaissance et le prestige de ses vins. Mais la réalité était différente, plus intimidante. La pierre de tuffeau, habituellement si lumineuse sous le soleil de la Loire, semblait avoir absorbé la grisaille du ciel. Le domaine était magnifique, sans aucun doute, mais d'une beauté froide, endormie, comme une belle au bois dormant que personne n'osait plus réveiller. Céline n'était pas une princesse et ne venait pas chercher un conte de fées. À 31 ans, sa vie avait été une succession de réalités pragmatiques. Fille de boulanger, élevée par une mère couturière après le départ de son père, elle avait appris très tôt la valeur du travail et la vertu de la discrétion. Elle avait été femme de chambre dans des hôtels, assistante dans des maisons bourgeoises, mais jamais elle n'avait mis les pieds dans un univers de cette envergure. L'agence de placement avait été claire. Le poste de gouvernante au domaine Morel était exigeant. Le propriétaire, M. Guillaume Morel, était un homme discret. Un euphémisme, elle le comprenait maintenant. Le domaine tout entier semblait retenir son souffle. Le taxi la déposa devant le perron monumental. Une femme d'une 60aine d'années, au chignon impeccable et au tailleur sombre, l'attendait sur le seuil. « Mademoiselle Arnaud, je suis Madame Dubois, la gouvernante actuelle. Je pars à la retraite à la fin de la semaine. Bienvenue au domaine Morel. » Sa voix était basse, sans chaleur excessive, professionnelle. Elle la guida à l'intérieur. Le hall d'entrée était immense. Le sol en damier de marbre noir et blanc s'étendant jusqu'à un escalier monumental, dont la rampe en fer forgé s'enroulait comme une vigne sauvage. Mais une fine couche de poussière recouvrait les portraits d'ancêtres au regard sévère. Les bouquets dans les vases de Chine étaient fanés, leurs pétales séchés, jonchant la console en acajou.
Le silence était si profond qu'elle entendait le tic-tac d'une horloge lointaine, égrenant un temps qui semblait s'être figé. « Monsieur Morel ne reçoit pas? »« Jamais !» précisa Madame Dubois en la conduisant à travers un enchaînement de salons somptueux où les meubles étaient recouverts de draps blancs, spectres d'une vie sociale éteinte. Vos tâches consisteront à superviser les 2 femmes de ménage, à gérer les commandes pour la cuisine et à veiller à l'entretien général. L'essentiel est de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger. Monsieur passe le plus clair de son temps dans l'aile ouest, dans son bureau ou ses appartements. Vous n'aurez que très peu d'interactions avec lui. C'est la règle d'or ici, l'invisibilité. Céline hochait la tête, observant tout. Elle n'était pas effrayée par l'austérité des lieux, ni par la tristesse qui suintait des murs. Elle était une observatrice. Elle voyait la négligence née du chagrin, pas de l'arrogance. Elle voyait la douleur derrière la façade de pierre. En montant le grand escalier, son regard fut attiré par une porte entr'ouverte au bout du couloir. Une silhouette d'homme se tenait de dos, face à une immense fenêtre donnant sur les vignes. Il était grand, les épaules légèrement voûtées. Même de loin, elle pouvait deviner une solitude si dense qu'elle en devenait presque palpable. Il ne bougeait pas, statue de chagrin contemplant son royaume déchu. Madame Dubois suivit son regard et referma doucement la porte avec un geste presque craintif. « Le bureau de monsieur », murmura-t-elle, comme si prononcer ces mots trop forts pouvait briser un équilibre fragile. Plus tard, installée dans sa chambre de fonction, simple mais confortable, avec une vue plongeante sur les jardins à la française laissés à l'abandon, Céline défit sa valise. Ses affaires contrastaient avec le luxe suranné de la pièce. Des vêtements simples, quelques livres de poche, une photo encadrée de sa mère souriant devant sa machine à coudre. Elle se sentait comme une note de musique dissonante dans une partition funèbre. Elle s'approcha de la fenêtre. La nuit était tombée, enveloppant le domaine dans son manteau d'encre. Une seule lumière brillait dans l'immense façade, celle de l'aile ouest, celle du bureau où un homme regardait un verre de vin sans le boire. Céline ne savait rien du drame qui s'était joué ici, mais elle sentait que sa mission irait bien au-delà de la gestion des stocks de linge et de la poussière sur les meubles. Elle sentait que dans cette maison où le silence était roi, les mots non dits criaient plus fort que n'importe quel bruit. Et pour la première fois, face à ce défi silencieux, elle ne se sentit pas intimidée, mais étrangement à sa place. Les premières semaines de Céline au domaine Morel furent une partition jouée en sourdine. Elle se levait avant l'aube, lorsque la brume matinale s'accrochait encore aux vignes comme un voile de deuil, et se couchait bien après que la dernière lumière se soit éteinte dans l'aile ouest. Son univers se confinait à l'immense bâtisse, un labyrinthe de couloirs froids et de pièces silencieuses qu'elle apprit à connaître par cœur. Elle se déplaçait avec une efficacité discrète, ses pas étouffés par les épais tapis persans, son ombre glissant sur les boiseries sombres. Elle était devenue la mécanicienne invisible d'une horloge arrêtée, s'assurant que les rouages ne rouillent pas complètement. Les 2 femmes de ménage, Martine et Isabelle, employées à mi-temps, travaillaient au domaine depuis plus de 10 ans. Elles connaissaient chaque recoin, chaque tâche récalcitrante sur l'argenterie, mais elles connaissaient surtout la peur. Elles parlaient à voix basse, sursautaient au moindre grincement de parquet et ne s'aventuraient jamais dans l'aile ouest sans y être expressément conviées, ce qui n'arrivait jamais. Elles observaient Céline avec un mélange de curiosité et d'appréhension. La nouvelle gouvernante n'avait pas cette crainte révérencieuse. Elle était respectueuse, oui, mais pas effrayée. Madame Dubois nous disait toujours de ne laisser aucune trace de notre passage, lui confia Martine un matin, en époussetant un lustre monumental dans la salle à manger, dont les 24 places n'avaient pas servi depuis 3 ans. Comme si nous n'étions jamais venus. Une maison a besoin de respirer. Elle a besoin de sentir qu'on prend soin d'elle, répondit simplement Céline en remplaçant l'eau croupie d'un vase par de l'eau fraîche avant d'y disposer quelques branches d'eucalyptus cueillies dans le parc. Le parfum camphré et vivifiant se répandit aussitôt dans la pièce, une note claire et audacieuse dans l'odeur stagnante de cire froide et de poussière. Céline ne cherchait pas à provoquer, mais à restaurer, un ordre simple, logique, vital.
Elle commença par les choses qui ne dérangeraient personne. Elle fit ouvrir les lourds rideaux de velours des salons du rez-de-chaussée, laissant la lumière pâle de l'automne inonder les pièces et révéler la fine pellicule de poussière qui ternissait le mobilier. Elle fit nettoyer les cuivres, astiquer l'argenterie et passa des heures à réorganiser le garde-manger et les caves, dressant des inventaires méticuleux. Son travail était une méditation, un dialogue silencieux avec la maison. Elle sentait que le domaine n'était pas mort, seulement endormi, un sommeil lourd, fiévreux, empli de cauchemars. De Guillaume Morel, elle ne voyait que des fragments, des indices d'une existence en suspens. Le plateau repas qu'elle déposait chaque jour devant la porte de son bureau et qu'elle récupérait le soir, à peine touché. Une silhouette lointaine, immobile près d'une fenêtre, contemplant la pluie qui battait les vignes. Le son étouffé d'une porte se refermant tard dans la nuit. Il était le cœur absent de ce grand corps de pierre, une présence définie par son effacement. Un après-midi, alors qu'elle parcourait le premier étage pour inspecter le travail de nettoyage, elle se retrouva face à une porte massive en chêne clair, à l'extrémité de l'aile est. Contrairement aux autres, celle-ci était fermée à clé. Martine, qui la suivait avec un seau, ralentit le pas. « C'est l'ancien atelier de madame », murmura-t-elle. « Madame Élise. Monsieur l'a fait fermer juste après l'accident. Personne n'y est entré depuis. » Céline posa la main sur la poignée de laiton froid. Elle n'essaya pas de l'ouvrir. Mais à travers le bois, elle crut sentir une énergie différente, une vibration, comme si la vie qui avait animé cet endroit refusait de s'éteindre complètement. C'était la première fois qu'elle entendait le prénom de la défunte épouse, Élise. Un prénom doux et lumineux, qui contrastait violemment avec l'atmosphère funeste du domaine. La confrontation, ou plutôt la première véritable rencontre, eut lieu une semaine plus tard. Céline transportait une pile de linge fraîchement repassée le long du grand couloir menant à l'aile ouest. Elle était concentrée sur sa tâche, marchant d'un pas régulier. La porte du bureau de Guillaume s'ouvrit soudainement. Il sortit, la tête baissée, visiblement perdu dans ses pensées. Ils faillirent se percuter. Il leva brusquement les yeux, surpris. Le bleu de son regard était encore plus saisissant de près, un bleu délavé, voilé par une tristesse si profonde qu'elle semblait infinie. Ses cheveux bruns étaient un peu trop longs, parsemés de quelques fils d'argent aux tempes. Une barbe de quelques jours ombrait sa mâchoire, lui donnant un air négligé qui ne parvenait pas à masquer les traits fins et nobles de son visage. Il y avait en lui une beauté brisée, celle d'une statue grecque laissée à l'abandon dans un jardin en friche. Céline ne baissa pas les yeux, comme l'auraient fait Martine ou Isabelle. Elle ne s'excusa pas non plus. Elle se contenta de s'arrêter, tenant fermement la pile de draps contre sa poitrine, son regard calme, rencontrant le sien. Le silence s'étira pendant quelques secondes, un temps suspendu où tout le poids de la maison sembla converger vers ce couloir. Dans ses yeux, elle ne vit ni colère ni irritation, juste une immense lassitude, et peut-être, une fraction de seconde, une lueur de surprise. La surprise de voir quelqu'un qui le regardait, non comme un employeur redouté ou un objet de pitié, mais simplement comme un autre être humain. Il finit par détourner le regard le premier, fit un pas de côté pour lui laisser le passage, et continua son chemin sans un mot, ses épaules toujours un peu plus voûtées que ne l'exigeait sa haute stature. Céline reprit sa route, le cœur battant un peu plus vite. Ce n'était rien, et pourtant c'était tout. Elle avait vu l'homme derrière le fantôme, un homme terriblement seul. Ce soir-là, en préparant le plateau du dîner de M. Morel, elle hésita. Le cuisinier avait préparé un potage et un morceau de volaille, le repas frugal et sans saveur qu'il demandait chaque soir. D'une impulsion, Céline ajouta une petite assiette sur le plateau. Dedans, elle déposa une unique part de la tarte aux pommes que sa mère lui avait appris à faire. Une recette simple, rustique, avec une pâte croustillante et des pommes caramélisées, juste ce qu'il fallait. C'était un geste infime, une entorse à la règle de l'invisibilité. Un risque, mais en regardant la part de tarte dorée, elle se dit que même les fantômes avaient peut-être encore besoin d'un peu de douceur. Elle déposa le plateau, frappa doucement à la porte du bureau et s'éloigna sans attendre de réponse. Plus tard dans la soirée, en venant récupérer le plateau, son cœur manqua un battement.
L'assiette de potage était à moitié vide. La volaille n'avait pas été touchée. Mais l'assiette à dessert était vide, complètement vide. Le geste de la tarte aux pommes, si anodin en apparence, avait semé une graine minuscule dans le sol gelé du domaine Morel. Céline n'attendait rien en retour, aucune reconnaissance. C'était une impulsion, un acte de simple humanité dans un lieu qui en semblait cruellement dépourvu. Pourtant, quelque chose avait changé. Le silence entre elle et son employeur était toujours aussi dense, mais il n'était plus tout à fait le même. Il y avait désormais une conscience mutuelle, une reconnaissance tacite de leur existence partagée entre ces murs. Guillaume Morel, de son côté, avait été décontenancé. En découvrant cette part de tarte sur son plateau, sa première réaction avait été l'irritation, une rupture dans la routine immuable et morne qu'il s'était imposée. Qui avait osé? Puis, l'odeur de cannelle et de pommes cuites avait atteint ses narines, contournant les remparts de son apathie. C'était une odeur d'enfance, de cuisine chaude, de vie simple et réconfortante. Une odeur qui n'avait rien à faire dans son mausolée. Il avait mangé la tarte machinalement, mais chaque bouchée avait réveillé des papilles gustatives qu'il croyait mortes. Et avec elles, une émotion infime, presque oubliée. La surprise. Les jours suivants, Céline continua son travail avec la même diligence, mais elle se permit d'autres petites audaces silencieuses. Un jour, elle disposa un livre sur la table basse du petit salon attenant au bureau, un recueil de poèmes de René Char qu'elle avait trouvé couvert de poussière dans la bibliothèque. Un autre jour, elle laissa la porte du grand salon de musique entr'ouverte et le clavier du Pleyel, habituellement fermé, fut découvert, ses touches d'ivoire semblant appeler des doigts qui ne venaient plus. Elle ne cherchait pas à lui imposer quoi que ce soit, mais plutôt à laisser des portes ouvertes, au propre comme au figuré, des invitations muettes à se souvenir qu'il y avait eu une vie avant le silence. C'est sa quête d'ordre et de propreté qui la mena de nouveau devant l'atelier d'Élise. La clé, lui avait dit Martine, était gardée dans le tiroir du bureau de M. Morel, une forteresse inaccessible. Pourtant, Céline sentait que cette pièce était importante. Pas seulement un sanctuaire interdit, mais peut-être un lieu où des réponses se trouvaient. Un après-midi, alors qu'elle supervisait le grand nettoyage de l'aile est, elle remarqua un petit trousseau de clés, anciennes, accroché à un clou derrière un lourd rideau dans un couloir de service. Des clés pour les armoires, les caves, les dépendances. Par pur hasard, elle en essaya une sur la serrure de l'atelier. La clé tourna avec un déclic sec et métallique. La porte s'ouvrit en grinçant sur un monde figé dans le temps. La lumière, filtrée par une immense verrière couverte de feuilles mortes et de poussière, était douce et irréelle. Une odeur entêtante de térébenthine, d'huile de lin et de pigments flottait encore dans l'air, comme si l'artiste venait à peine de quitter les lieux. Des toiles de toute taille étaient empilées contre les murs, certaines achevées, d'autres à l'état d'ébauche. Des paysages de la Loire, des portraits, des natures mortes vibrantes de couleurs. C'était un univers de lumière et de vie qui contrastait de manière saisissante avec le reste de la demeure. Céline avançait avec un respect infini, comme si elle pénétrait dans l'âme de cette femme qu'elle n'avait jamais connue. Au centre de la pièce, sur un grand chevalet, reposait une toile. Elle était à moitié recouverte d'un drap blanc, comme pour la protéger des regards ou du temps. Poussée par une curiosité plus forte que sa prudence habituelle, Céline s'approcha. D'une main lente, presque tremblante, elle souleva un coin du tissu. Le souffle lui manqua. C'était un portrait de Guillaume. Pas le Guillaume d'aujourd'hui, l'ombre voûtée au regard vide. Non, l'homme sur la toile était au début de la quarantaine, ses yeux bleus pétillaient d'une malice tendre, un sourire léger flottait sur ses lèvres. Il était assis dans un fauteuil, un verre de vin à la main, la lumière du soleil couchant dorant ses cheveux. Élise avait capturé non seulement sa ressemblance, mais son essence, la force tranquille, la passion contenue, la joie de vivre. Le tableau était inachevé. Une partie de son visage, le côté gauche de sa chemise, et le fond restait à l'état d'esquisse au fusain, comme si le temps s'était brutalement arrêté au milieu d'une phrase. Céline resta là, fascinée, le cœur serré.
Ce portrait n'était pas seulement une œuvre d'art, c'était une déclaration d'amour, une vision de l'homme qu'il avait été et peut-être de celui qu'il pourrait redevenir. Elle sentit une bouffée de tristesse pour cette femme, Élise, dont la vie et l'art avaient été si brutalement interrompus, mais elle sentit aussi une sorte de responsabilité. Cette image ne pouvait pas rester enfermée dans cette pièce obscure. Cet homme, celui du tableau, ne méritait pas d'être oublié, surtout pas par lui-même. Prendre la toile était un risque immense, une transgression majeure. Ce n'était plus une part de tarte ou un livre de poèmes. C'était toucher au cœur même du sanctuaire, au totem le plus sacré du deuil de son employeur. Elle hésita longuement, le drap glissant entre ses doigts. Puis, sa décision fut prise. Elle ne faisait pas cela pour elle, ni par curiosité malsaine. Elle le faisait pour lui, pour l'homme que sa femme avait tant aimé. Avec des précautions infinies, elle décrocha la grande toile de son chevalet. Elle était lourde, plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Elle la recouvrit entièrement du drap et, se déplaçant comme une ombre, la transporta hors de l'atelier, refermant la porte derrière elle. Elle traversa les longs couloirs, le cœur battant à tout rompre, s'attendant à chaque instant à voir surgir Guillaume Morel. Elle arriva devant la porte de son bureau. Elle n'alla pas plus loin. Elle ne pouvait pas se résoudre à frapper, à le confronter directement avec ce fantôme de son passé. Elle adossa délicatement la grande toile contre le mur, juste à côté de la porte, là où il ne pourrait pas la manquer en sortant. Elle s'assura que le drap la recouvrait bien, ne laissant rien deviner de ce qui se cachait dessous. Puis, aussi silencieusement qu'elle était venue, elle repartit, laissant derrière elle ce miroir d'un bonheur perdu. Elle passa le reste de l'après-midi dans une tension extrême, chaque bruit dans la maison la faisant sursauter. Que ferait-il? Se mettrait-il en colère? La renverrait-elle sur le champ? Ou pire, s'enfoncerait-il encore plus profondément dans son chagrin? Elle avait jeté une pierre dans une eau dormante. Elle ne pouvait plus qu'attendre que les ondes atteignent le rivage. La soirée s'étira dans une attente insoutenable. Céline n'entendit rien. Pas un cri de colère, pas une porte qui claque, pas même le son d'une voix s'élevant dans la maison silencieuse. Le plateau repas qu'elle déposa devant la porte du bureau resta là. Lorsqu'elle revint le chercher tard dans la nuit, il était intact. La porte était toujours fermée. C'était pire qu'une explosion de fureur. C'était un silence encore plus lourd, plus dense, un silence chargé d'une énergie nouvelle et inconnue. Le lendemain matin, une angoisse sourde étreignait Céline, tandis qu'elle commençait sa journée. La grande toile recouverte du drap n'était plus dans le couloir. Avait-il demandé à quelqu'un de la remporter dans l'atelier? L'avait-il détruite? La simple pensée la fit frissonner. Vers 10 heures, alors qu'elle donnait ses instructions à Martine dans la lingerie, le petit interphone qui reliait les pièces de service au bureau de Guillaume crépita pour la première fois depuis son arrivée. La voix qui en sortit était rauque, comme si elle n'avait pas servi depuis longtemps. « Mademoiselle Arnaud, dans mon bureau, maintenant !» Martine la regarda, les yeux écarquillés, le visage blême. Pour elle, c'était l'équivalent d'une convocation au tribunal de l'Inquisition. Céline sentit son propre cœur s'accélérer, mais son visage resta calme. Elle se lissa le tablier, prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'aile ouest. Chaque pas sur le parquet qui craquait semblait scander le rythme de sa sentence imminente. Elle frappa à la porte du bureau. « Entrez !» La pièce était immense, les murs tapissés de livres du sol au plafond. Une grande cheminée de marbre noir occupait un pan de mur entier. Au centre, un bureau d'acajou massif était couvert d'une pile de documents qui semblaient n'avoir pas été touchés depuis des lustres. Et là, au milieu de la pièce, posé contre un fauteuil, se trouvait le portrait. Le drap avait été retiré. Le regard de l'homme sur la toile semblait fixer son double, l'homme réel qui se tenait debout près de la haute fenêtre, le dos tourné à la porte. Guillaume ne se retourna pas immédiatement. Il contemplait ses vignes, ses mains crispées derrière son dos. « Vous êtes entré dans l'atelier, dit-il. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Sa voix était basse, étrangement dénuée de colère, juste une fatigue infinie. « Oui, monsieur, répondit Céline, sa propre voix étonnamment stable. Il se tut un instant, laissant le poids de cet aveu remplir la pièce. « Savez-vous ce que signifie la transgression, mademoiselle Arnaud ?»
c'est franchir une limite, une frontière sacrée. Il se tourna enfin vers elle. Son visage était ravagé, il n'avait clairement pas dormi. Ses yeux bleus étaient rougis, cernés. La barbe de quelques jours accentuait sa pâleur. Il avait l'air d'un homme qui venait de traverser une tempête intérieure d'une violence inouïe. Il fit un geste vers la toile. « Pourquoi? Pourquoi m'avoir apporté ceci? Pour me rappeler ce que j'ai perdu? Pour me torturer avec une image d'un bonheur qui n'existera plus jamais ?» Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots. La douleur était là, à vif, exposée pour la première fois. Céline sentit une vague de compassion la submerger, balayant toute sa peur. Elle fit quelques pas dans la pièce, s'arrêtant à une distance respectueuse. Elle ne le regardait pas avec pitié, mais avec une intensité directe, presque audacieuse. « Non, monsieur, pas pour vous rappeler ce que vous avez perdu. » Sa voix était douce, mais ferme, inébranlable. « Pour vous rappeler qui vous êtes. » Guillaume la dévisagea, abasourdi. Il s'attendait à des excuses, à des justifications confuses, à des larmes peut-être, pas à cette affirmation calme et puissante. Il secoua la tête, un rictus amer déformant ses lèvres. « Et qui suis-je, selon vous, mademoiselle Arnaud, vous qui ne me connaissez que depuis quelques semaines, vous qui ne voyez qu'une ruine ? Je vois un homme qui a oublié sa propre force. Je vois le propriétaire de ce domaine magnifique qui le laisse mourir à petit feu en même temps que lui. Je vois l'homme que votre femme a peint. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec un soin infini. Ses yeux ne sciaient pas. Et si même elle, Élise, a voulu vous immortaliser ainsi, souriant et plein de vie, qui suis-je pour accepter l'homme que vous êtes devenu ? Qui suis-je pour ne rien faire et prétendre que vous n'importez plus? Le silence qui suivit fut d'une qualité différente des précédents. Il n'était plus vide. Il était rempli de ses paroles, des mots qu'absolument personne n'avait osé lui dire en 3 ans. Ni sa sœur, ni ses amis, ni ses associés. Tous marchaient sur la pointe des pieds autour de son chagrin, le traitant comme une maladie sacrée et incurable. Cette femme, cette gouvernante, venait de briser le tabou. Elle ne l'avait pas caressé dans le sens du poil. Elle ne l'avait pas plaint. Elle l'avait mise au défi. Guillaume sentit quelque chose se fissurer en lui. Une digue bâtie depuis 3 ans avec les briques de la douleur, du déni et de l'isolement, venait de se lézarder sous la pression de ces mots simples et terriblement justes. Une colère sourde monta en lui, mais elle n'était pas dirigée contre Céline. Elle était dirigée contre lui-même, contre sa propre complaisance dans le malheur. Pour la première fois depuis une éternité, il ressentit autre chose que le poids écrasant de l'absence. Une étincelle, infime, fragile, de la curiosité, de la honte aussi, et une forme étrange, presque douloureuse de gratitude. Il s'approcha du portrait, ses doigts effleurant la surface rugueuse de la toile, là où la peinture n'avait pas été appliquée, le visage esquissé au fusain, le dernier regard de sa femme sur lui. Elle l'avait vu ainsi, et cette femme en face de lui le voyait aussi. Ou du moins, elle voyait son potentiel, son fantôme de bonheur. Il se tourna de nouveau vers Céline. L'épuisement était toujours sur son visage, mais le voile opaque dans ses yeux s'était légèrement levé. On y devinait à nouveau une lueur, un vestige du bleu d'antan. « Laissez-le ici », dit-il d'une voix qui n'était plus tout à fait un ordre, mais presque une prière. Céline comprit qu'il parlait du tableau. Elle hocha la tête sans un mot. « Et, mademoiselle Arnaud ?»« Oui, monsieur. » Il hésita, cherchant des mots qui lui échappaient. « Merci », finit-il par murmurer. Le mot lui parut étranger sur ses propres lèvres. Il ne la renvoya pas. Il se détourna simplement et retourna à sa fenêtre, mais cette fois, son regard ne semblait plus se perdre dans le vide. Il semblait observer, vraiment observer les vignes, le ciel, la terre qui attendait. Céline quitta la pièce sans un bruit, refermant doucement la porte. En regagnant le couloir, ses jambes tremblaient légèrement. Elle s'adossa contre le mur frais et ferma les yeux, laissant échapper le souffle qu'elle avait retenu. Elle avait joué gros. Elle aurait pu tout perdre, mais elle avait le sentiment profond et certain d'avoir gagné quelque chose, non pas pour elle-même, mais pour cette maison et pour l'homme qui se trouvait de l'autre côté de la porte. Le jour qui suivit leur confrontation dans le bureau marqua un tournant imperceptible, une modulation dans la symphonie du silence.
Ce n'était pas un changement radical, mais une série de détails subtils qui, mis bout à bout, redessinaient l'atmosphère du domaine Morel. La porte du bureau de Guillaume, par exemple, restait désormais souvent entr'ouverte. Un mince filet de lumière se déversait dans le couloir obscur, signal ténu que la forteresse n'était plus complètement assiégée de l'intérieur. Les plateaux repas que Céline continuait de déposer revenaient avec de moins en moins de restes. Un matin, elle trouva sur le plateau vide une note griffonnée sur un bout de papier à en-tête du domaine. Simplement 2 mots. Le café était excellent. Pour quiconque d'autre, cela n'aurait été qu'un simple commentaire. Pour Céline, ce fut une victoire. C'était la première communication initiée par lui qui ne soit pas un ordre ou une réprimande. Un minuscule pont jeté au-dessus du fossé de leur relation d'employeur à employé, au-dessus du gouffre de sa solitude. Encouragée, Céline poursuivit son œuvre de réanimation douce. Elle commença à s'occuper des jardins les plus proches du château, délaissés depuis des années. Armée d'un sécateur et d'une paire de gants, elle passait 1 heure chaque après-midi, après ses tâches principales, à tailler les rosiers sauvages qui étouffaient les buis, à arracher les mauvaises herbes qui envahissaient les parterres. Elle ne demandait d'aide à personne, faisant cela comme une tâche personnelle, une offrande. C'est là que Guillaume la vit un jour, depuis la fenêtre de son bureau. Il observait depuis plusieurs minutes cette silhouette penchée sur les massifs de fleurs mortes, arrachant avec une détermination tranquille des ronces épaisses. Il faisait un temps gris et humide, un vent froid faisait frissonner les branches nues des arbres. Mais Céline était là, sa chevelure brune attachée en une queue de cheval pratique, une petite buée s'échappant de ses lèvres à chaque expiration. Il y avait dans ses gestes une efficacité dépourvue de plainte, une forme de résilience qui lui semblait presque exotique. Elle ne se battait pas contre la nature à l'abandon, elle semblait dialoguer avec elle, lui promettre un renouveau. Il descendit l'escalier, ses pas hésitants sur les marches qu'il n'avait plus empruntées pour se rendre au jardin depuis des années. Arrivé sur la terrasse, le froid le saisit. Il n'avait pris qu'un simple pull de cachemire sur sa chemise. Le vent cinglant lui rappela qu'il était bien vivant, que sa peau pouvait sentir, que ses poumons pouvaient se remplir de cet air vivifiant. Céline ne l'entendit pas approcher. « Ils sont probablement morts », dit-il soudain. Sa voix la fit sursauter. Elle se releva, une petite trace de terre sur la joue, les mains gantées tenant un rameau de rosier épineux. Elle le regarda, surprise de le voir dehors, si près. Les rosiers, peut-être, mais les racines sont profondes. Avec un peu de soin, il pourrait repartir au printemps. Il faut toujours essayer. Il y avait dans sa réponse une métaphore si évidente qu'elle en devint presque douloureuse. Les racines profondes. La possibilité d'un printemps après un long hiver. Il regarda ses mains qui n'avaient pas touché la terre depuis une éternité. Lui, l'homme du vin, le fils et petit-fils de viticulteurs dont la richesse entière provenait de cette terre, s'en était complètement coupé. Mon grand-père disait que la vigne apprend la patience, et le jardinage, l'espérance, dit-il plus pour lui-même que pour elle. Les mots lui venaient d'un autre temps, d'une autre vie. C'était un homme sage, répondit Céline avec un petit sourire, en reprenant son travail. Il ne resta pas longtemps, l'air était trop froid, le silence entre eux devenait trop lourd de non-dits. Mais il était sorti, il avait franchi un seuil invisible. En remontant, il sentit l'odeur de la terre humide sur ses vêtements. Cette brève incursion dans le monde extérieur se répéta, non pas sous la forme de conversation, mais de présence. Un jour, en fin d'après-midi, Céline entra dans la grande cuisine pour discuter du menu du soir avec le cuisinier. Elle trouva Guillaume assis à la grande table de ferme en bois massif qui occupait le centre de la pièce. Il tenait une tasse de café entre ses mains, son regard perdu dans le balai efficace du personnel de cuisine, qui, voyant son patron silencieux mais présent, travaillait dans une atmosphère de concentration tendue. Il ne dit rien quand Céline entra, se contentant de hocher la tête pour la saluer. Le simple fait qu'il soit là, dans cette pièce chaude et vibrante, le cœur battant du domaine, était un événement en soi. La cuisine, avec ses odeurs de bouillon qui mijote, de pain qui cuit,
Ces bruits de couteaux sur les planches à découper étaient l'antithèse absolue de son bureau silencieux. C'était un lieu de vie, de transformation, de nourriture pour le corps et l'âme. Le lendemain, il l'interpella alors qu'elle traversait le hall. « Mademoiselle Arnaud, y a-t-il encore des bouteilles du Clos Saint-Jean 2005 en cave ?» Céline, qui avait passé les premières semaines à réorganiser méticuleusement les caves, n'eut pas besoin de consulter ses registres. « Oui, monsieur, il en reste exactement 37, dans la cave sud, 4e rangée. » Il la regarda avec une pointe de surprise et peut-être d'admiration. Il n'était plus habitué à une telle efficacité. « Faites-en monter une pour le dîner, s'il vous plaît, et... prévenez le chef que je dînerai dans la petite salle à manger ce soir, à une table pour 2. » L'ordre la laissa stupéfaite. Pour 2? Attendait-il quelqu'un? Sa sœur, peut-être? Elle ne posa pas de questions et se contenta de transmettre les instructions. Elle s'occupa personnellement de la mise en place de la table dans la petite salle à manger, un salon intime avec une cheminée et des murs couverts de tapisseries anciennes. Elle sortit une nappe en lin damassé, l'argenterie de famille, les verres en cristal. Tout était parfait, impeccable, mais l'ambiance restait un peu froide. Alors, suivant son instinct, elle alla chercher quelques branches de lierre dans le jardin et 3 des derniers chrysanthèmes blancs qui avaient résisté aux premières gelées. Elle en fit un petit centre de table simple et élégant. À 20 heures précises, elle vint vérifier une dernière fois la table. Guillaume y était déjà assis. Il portait un costume sombre, une chemise blanche impeccable, sans cravate. Il était rasé de près, ses cheveux peignés. Il ressemblait presque à l'homme du portrait. La bouteille de vin était ouverte, la laissant respirer dans une carafe. Il leva les yeux vers Céline quand elle entra. « La table est très belle, merci. » Il fit un geste vers la chaise vide, en face de lui. « Asseyez-vous, mademoiselle Arnaud, s'il vous plaît. » Céline se figea. Elle sentit le sang quitter son visage. Manger avec lui? C'était impensable, une rupture totale du protocole. C'était sa place d'employé, il était son patron. « Monsieur, je ne crois pas que ce soit ma place. »« Ce soir, dit-il doucement, mais avec une autorité qui n'admettait aucune discussion. Je vous demande de la prendre. J'en ai assez de manger face à une chaise vide. » Son regard n'était pas celui d'un homme qui donne un ordre, mais celui d'un homme qui demande une faveur vitale. Céline avala sa salive et après une courte hésitation qui lui parut une éternité, elle tira la chaise et s'assit. Le tissu de son simple chemisier noir et de sa jupe lui parut soudain bien pauvre face à l'opulence du décor. Mais dans les yeux de Guillaume Morel, il n'y avait aucun jugement, seulement un soulagement immense et une curiosité non feinte. Le dîner allait commencer. Le tintement d'une fourchette contre la porcelaine de Limoges fut le premier son à briser le silence. Il parut à Céline aussi assourdissant qu'un coup de tonnerre. Assise droite sur sa chaise capitonnée, elle sentait la chaleur du feu crépitant dans la cheminée sur son dos, mais un frisson intérieur la parcourait. La situation était surréaliste. Quelques jours plus tôt, cet homme était une ombre inaccessible. Ce soir, il était assis en face d'elle, la lumière des chandeliers dansant dans ses yeux bleus, éclairant les lignes de fatigue qui s'estompaient peu à peu. Elle se sentait comme une actrice montée sur scène, sans connaître son texte, improvisant chaque geste, chaque regard. Le chef servit lui-même le premier plat, un velouté de potimarron aux éclats de châtaigne, simple, élégant et de saison. Guillaume attendit que le chef se soit retiré pour remplir leur verre. Le vin avait une couleur tuilée, témoignant de son âge. Il le fit tourner dans son verre, huma longuement le bouquet, puis le goûta avec une concentration presque religieuse. Le masque de l'homme d'affaires, du dégustateur professionnel, sembla reprendre brièvement sa place. « Le Clos Saint-Jean 2005, dit-il, comme pour reprendre le fil d'une conversation interrompue il y a 3 ans. C'est une petite parcelle de Cabernet Franc, de très vieilles vignes, que mon grand-père a sauvée de l'arrachage dans les années 60. Tout le monde lui disait qu'elle ne produirait plus rien de bon. Il eut un mince sourire, le premier vrai sourire que Céline voyait sur son visage. C'était un sourire rouillé, hésitant mais authentique. Il a prouvé qu'ils avaient tous tort. Ce vin, ce n'est pas le plus puissant de nos crus, ni le plus prestigieux. Mais c'est celui qui a le plus de caractère. Il est tenace.
Céline prit une petite gorgée. Les arômes étaient complexes. Des fruits rouges confits, du sous-bois, une note de tabac blond. C'était un vin qui racontait une histoire, et elle écouta attentivement. « Il est délicieux », dit-elle simplement. Elle ne chercha pas à utiliser des termes techniques qu'elle ne maîtrisait pas. Son honnêteté était sa seule monnaie dans ce monde qui n'était pas le sien. « Alors vous avez su immédiatement où il se trouvait », reprit Guillaume, posant son verre. « 37 bouteilles. Je suis impressionné. Madame Dubois avait besoin de 3 registres différents pour s'y retrouver. »« J'aime quand les choses sont en ordre, » répondit Céline. « C'est plus simple, on sait où trouver ce qu'on cherche. » Son regard se fit plus personnel, la curiosité l'emportant sur la réserve. « Mais assez parlé de vin et de cave. Je ne sais rien de vous, mademoiselle Arnaud. Vous êtes arrivée ici comme un mystère. Parlez-moi de vous. D'où venez-vous exactement ?» Céline déglutit une bouchée de son velouté. Parler d'elle, son histoire lui paraissait si banale, si terre-à-terre comparée à l'opulence de ce décor. « Je viens de Cholet, monsieur. Ce n'est pas très loin. Ma mère y vit toujours. Cholet, la ville du mouchoir, dit-il, un éclair de connaissance dans le regard. Votre famille travaillait dans le textile? Ma mère est couturière, oui, indépendante. Elle a un petit atelier chez elle. Elle m'a élevé seule. Mon père, il était boulanger. Il est parti quand j'étais enfant. » Elle prononça ces mots sans la moindre trace d'apitoiement. C'étaient des faits, les fondations de sa vie. « J'ai grandi au milieu des patrons en papier de soie, du bruit de la machine à coudre et des piles de tissus. C'est un monde qui ressemble un peu au vôtre, finalement. » Guillaume haussa un sourcil, intrigué. « Vraiment? Comment cela? Ma mère parle de ces tissus comme vous parlez de vos vignes. Elle en connaît la trame, le poids, la façon dont ils vont tomber. Elle dit qu'un bon tissu a une âme, une mémoire. Comme un bon vin, je suppose. Il faut de la patience, du savoir-faire et beaucoup d'amour pour transformer un simple fil de coton ou un grain de raisin en quelque chose de beau. » Guillaume resta silencieux un long moment, la regardant avec une intensité nouvelle. Il n'avait jamais envisagé ce parallèle. Dans son monde, la haute couture était un client, pas une philosophie. Mais dans la bouche de Céline, l'atelier modeste d'une couturière de Cholet acquérait une noblesse inattendue. Il imaginait cette femme, tenace elle aussi, construisant une vie pour sa fille, avec pour seules armes une machine à coudre et du fil. Une forme de respect sincère naquit en lui pour cette mère qu'il ne connaissait pas, et par extension pour la fille qui se tenait devant lui. « Vous lui ressemblez », finit-il par dire. « Les gens disent que j'ai sa détermination et son habitude de vouloir tout remettre en ordre. » Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Céline. La conversation s'écoula ensuite plus facilement, comme le vin dans les verres. Elle lui parla de son enfance, de son premier travail dans une pâtisserie pour aider sa mère, de ses emplois successifs, des choses simples, une vie de labeur et de droiture. Lui, en retour, se surprit à évoquer quelques souvenirs de son propre grand-père, de ses courses dans les vignes, bien avant que le domaine Morel ne devienne le fardeau qu'il était devenu. Alors qu'on leur servait le fromage, Guillaume posa ses couverts. Le silence revint, mais il était différent de celui du début. Il était apaisé, presque confortable. « Vous avez eu du courage l'autre jour », dit-il sans préambule. Le portrait revenait entre eux, non plus comme une accusation, mais comme un point de référence. Le courage de me montrer ce que j'avais passé 3 ans à fuir, ma propre vie. Ce n'était pas du courage, monsieur, c'était une évidence. C'était la chose juste à faire. Peut-être, mais personne d'autre ne l'a eue, cette évidence. Il la regarda droit dans les yeux. « S'il vous plaît, appelez-moi Guillaume. » La requête, prononcée d'une voix douce, eut l'effet d'une déflagration. C'était plus qu'une simple invitation à la familiarité. C'était la reconnaissance d'un lien qui n'était plus celui de maître à subordonné. C'était la confirmation que ce dîner n'était pas un caprice, mais le début de quelque chose d'autre. « D'accord. Guillaume, » répondit-elle, son prénom sonnant étrangement dans la grande salle à manger. Lorsqu'elle quitta la pièce 1 heure plus tard, après avoir refusé un digestif et lui avoir souhaité une bonne nuit, Céline sentit le sol flotter légèrement sous ses pieds. En remontant le grand escalier vers ses appartements, elle repensait à cette soirée improbable.
L'homme qu'elle venait de quitter n'était plus tout à fait le veuf reclus, et elle-même, elle le sentait bien, n'était plus tout à fait la gouvernante invisible. Un nouveau chapitre venait de s'écrire, non pas dans les registres de la cave ou les carnets d'entretien, mais dans l'histoire silencieuse du domaine Morel. Et elle en était, qu'elle le veuille ou non, l'un des personnages principaux. Les jours qui suivirent ce premier dîner s'installèrent dans une nouvelle routine, plus souple et infiniment plus humaine que la précédente. Le mot « Guillaume » avait agi comme une clé, ouvrant des portes que Céline n'aurait jamais imaginé franchir. Leurs interactions n'étaient plus des hasards de couloir ou des convocations formelles, mais des moments attendus, des rendez-vous tacites qui rythmaient les longues journées d'hiver. Souvent, en fin de matinée, Guillaume descendait de son bureau et la trouvait dans une des pièces du rez-de-chaussée, occupée à superviser le polissage des parquets ou à composer un bouquet de branches de houx et de gui pour égayer un salon. Il s'appuyait contre l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main, et il discutait, de tout et de rien, du temps qu'il faisait, des dernières nouvelles de la région qu'elle avait lues dans le Courrier de l'Ouest, des progrès dans le jardin, des conversations anodines qui étaient pour lui une réacclimatation progressive au simple fait d'échanger avec un autre être humain. Il se mit à l'interroger sur le domaine, non pas sur l'entretien, mais sur son ressenti. « Et qu'est-ce que vous feriez de cette pièce, si elle était à vous ?» lui demanda-t-il un jour, alors qu'il se trouvait dans l'ancienne orangerie, une magnifique verrière qui servait désormais de débarras pour de vieux meubles. Céline laissa son regard errer sur les vitres sales, les pots en terre cuite brisés et les toiles d'araignée qui pendaient du plafond. « Je la nettoierai de fond en comble, » dit-elle sans hésiter. « Je remplacerai les carreaux cassés, et je la remplirai de lumière, des plantes vertes, des citronniers, des fauteuils en osier confortables. J'en ferai un jardin d'hiver, un endroit où l'on peut venir lire, même quand il pleut, et avoir l'impression d'être dehors. » Il l'écouta, fasciné par la facilité avec laquelle elle visualisait la vie là où il ne voyait que l'abandon. Plusieurs après-midi par semaine, il l'invitait à le rejoindre pour une promenade. C'était un rituel nouveau, fragile. Ils marchaient lentement à travers les vignes endormies, leurs bottes s'enfonçant dans la terre argileuse et humide. Le silence de la campagne était total, seulement rompu par le cri d'une buse ou le murmure du vent dans les sarments nus. Pour la première fois depuis des années, Guillaume parlait de son travail. Il lui expliquait les différentes parcelles, l'influence du sol sur le goût du raisin, l'importance de la taille en hiver, qui préparait déjà la récolte de l'année suivante. La vigne nous enseigne que même dans la mort apparente de l'hiver, la promesse de la vie est là, juste sous l'écorce, lui confia-t-il un jour, en caressant un vieux cep noueux. J'avais oublié ça. Céline, elle, écoutait. Elle ne prétendait pas comprendre les subtilités de la viticulture, mais elle comprenait l'homme. Elle voyait la passion renaître dans ses yeux, elle entendait la fierté dans sa voix quand il parlait de l'héritage familial. Elle devenait le témoin privilégié de sa lente résurrection, et en l'écoutant, elle apprenait aussi à aimer ce paysage, cette terre qui façonnait l'homme à ses côtés. Il lui arrivait de parler d'Élise, jamais frontalement, jamais avec des larmes ou des éclats de douleur, mais par petites touches, au détour d'une anecdote. Devant un massif de roses blanches, il dirait « c'était les fleurs préférées d'Élise ». Elle disait qu'elles avaient une élégance qui n'avait pas besoin de crier pour se faire remarquer. En passant devant le grand salon de musique, il murmura un jour « Elle pouvait passer des heures à jouer du Chopin ici. La musique remplissait toute la maison. » Céline ne posait jamais de questions. Elle se contentait de recevoir ses confidences comme des cadeaux précieux. Elle comprenait qu'en parlant d'Élise avec elle, il ne cherchait pas une confidente ou une remplaçante, mais simplement un miroir bienveillant, quelqu'un qui pouvait accueillir ses souvenirs sans jugement, sans pitié excessive. Elle représentait un présent neutre où le passé pouvait enfin être évoqué sans tout détruire sur son passage. Elle permettait aux fantômes de devenir des souvenirs. Un soir, alors qu'ils partageaient une tisane dans la grande cuisine après le départ du personnel, une musique douce s'éleva de la petite radio posée sur un coin du plan de travail. C'était une valse lente, une mélodie simple et un peu nostalgique.
Guillaume se leva, son visage grave à la lueur de l'unique lampe allumée. Il lui tendit la main, sans un mot. Le cœur de Céline s'emballa. La surprise, l'incertitude et une émotion nouvelle, un trouble doux et chaud, la traversèrent. C'était un geste d'une audace folle, un franchissement de frontières bien plus intime que toute leur conversation. Elle hésita une seconde, ses yeux ancrés dans les siens. Puis, lentement, elle posa sa main dans la sienne. Sa paume était large et chaude. Il la guida au milieu de la vaste cuisine, entre la table de ferme et le grand fourneau. Il posa sa main libre sur le creux de son dos et ils commencèrent à tourner lentement, maladroitement, au rythme de la musique. Leur pas était hésitant. C'était la danse la plus simple du monde, mais elle était chargée d'une signification immense. C'était une danse entre deux mondes, celui du magnate du vin et celui de la fille de la couturière, celui de la douleur passée et celui d'un présent incertain. Pour Guillaume, c'était la première fois qu'il tenait une femme dans ses bras depuis 3 ans. Pour Céline, c'était la première fois qu'elle se sentait à la fois complètement à sa place et totalement perdue. Ils ne disaient rien. Ils se contentaient de bouger ensemble, deux solitudes qui apprenaient à s'accorder. Elle pouvait sentir son souffle régulier près de son oreille, l'odeur de son eau de toilette, subtile et boisée. Elle sentait le léger frémissement de ses doigts dans son dos. Lui, il sentait la force tranquille de sa présence, la chaleur de sa main dans la sienne, une solidité rassurante. Il ferma les yeux un instant. Le monde extérieur, les actionnaires, le deuil, tout s'effaça. Il n'y avait plus que cette mélodie, cette cuisine silencieuse et cette femme dans ses bras. Quand la dernière note de la valse s'éteignit dans le grésillement de la radio, ils s'arrêtèrent, mais ne se lâchèrent pas tout de suite. Le silence revint, mais il était chargé d'électricité, d'émotions inexprimées qui vibraient entre eux. Il la regarda, et pour la première fois, ce n'est pas le fantôme d'Élise qu'il voyait, ni la gouvernante efficace, ni la sauveuse providentielle. Il voyait Céline. Simplement Céline, une femme dont le regard calme et profond semblait lire directement dans son âme. Il relâcha sa main doucement. « Il se fait tard », murmura-t-il, sa voix légèrement enrouée. Oui, sa propre voix n'était qu'un souffle. Elle se retira sans un mot de plus et regagna sa chambre, les joues en feu. Cette nuit-là, en se regardant dans le miroir, elle vit une femme dont les yeux brillaient d'une lueur qu'elle ne leur connaissait pas. Elle comprit avec une certitude un peu effrayante que quelque chose d'irréversible venait de se produire. L'ordre des choses venait d'être bouleversé, et ni elle ni Guillaume ne savaient encore comment reconstruire le monde qui s'offrait à eux. Continue chapitre 8. La danse dans la cuisine avait agi comme un révélateur. Elle avait rendu visible ce qui, jusque-là, ne faisait que murmurer sous la surface de leurs interactions polies et de leur complicité naissante. Une attraction mutuelle, puissante et déstabilisante. Le lendemain matin, une gêne palpable flottait entre eux. Ils s'évitèrent, retournant instinctivement à leurs rôles respectifs. Lui, le maître du domaine reclus dans son bureau. Elle, la gouvernante affairée dans les couloirs. C'était une retraite stratégique, un besoin de reprendre son souffle après avoir frôlé un territoire inconnu et potentiellement dangereux. Le silence, cependant, n'était plus le même. Il n'était plus empli de chagrin ou de solitude, mais d'une tension vibrante, du souvenir de leurs mains enlacées et de leurs souffles mêlés. Chaque fois que leurs regards se croisaient, un courant électrique passait, un dialogue muet chargé de questions sans réponse. Était-ce réel, ou cela pouvait-il les mener? Avait-il le droit? Guillaume était le plus tourmenté des deux. D'un côté, il se sentait renaître. Céline était comme un rayon de soleil après un hiver sans fin. Elle réchauffait son âme gelée, lui rappelait qu'il était encore capable de ressentir de la joie, de l'intérêt, et ce nouveau sentiment troublant qui ressemblait à de l'affection. De l'autre, une culpabilité écrasante le rongeait. Il avait l'impression de trahir la mémoire d'Élise. Aimer de nouveau, ou même simplement désirer une autre femme, était-ce effacer les 20 années passées à ses côtés? Était-ce profaner son souvenir? Le portrait dans son bureau le regardait, non plus comme une source d'inspiration, mais comme un reproche silencieux.
De son côté, Céline était aux prises avec des dilemmes plus pragmatiques, mais tout aussi douloureux. Elle était consciente de l'abîme social qui les séparait. Lui était un magnate, un héritier, une figure du monde vinicole français. Elle était une employée, une femme sans nom et sans fortune. Elle avait toujours été fière de son indépendance et de son intégrité. Se laisser aller à ses sentiments pour son employeur, n'était-ce pas tomber dans le pire des clichés? N'allait-on pas la prendre pour une arriviste, une femme profitant de la vulnérabilité d'un homme riche et en deuil? La simple pensée la faisait rougir de honte. C'est le monde extérieur qui vint briser cette trêve silencieuse et mettre leur peur à nu. Sandrine Morel, la sœur cadette de Guillaume, arriva au domaine sans prévenir, comme elle en avait l'habitude. C'était une femme élégante, à la quarantaine acérée, dont l'affection pour son frère était aussi sincère que son obsession pour les apparences et le statut social. Elle vivait à Paris et gérait les aspects marketing et relations publiques du domaine Morel, tentant vainement de maintenir l'image de la marque à flot malgré la réclusion de son président. Elle débarqua un après-midi, talons aiguilles claquant sur le gravier, et trouva son frère et Céline en pleine conversation sur la terrasse, examinant une carte des parcelles du vignoble étalée sur une table de jardin. Le soleil d'hiver était pâle mais présent, et il y avait dans la scène une intimité domestique qui la frappa immédiatement. Son frère riait, un vrai rire, pas le son étouffé et bref qu'elle lui avait parfois arraché au téléphone. Et il riait avec sa gouvernante. « Guillaume, quelle surprise de te voir prendre l'air !» lança-t-elle d'une voix un peu trop enjouée, son regard acéré balayant Céline de la tête aux pieds. Guillaume se leva, visiblement décontenancé. « Sandrine, je ne t'attendais pas. Évidemment, puisque tu ne réponds jamais à mes appels, j'ai des contrats importants à te faire signer. » Elle posa un baiser sonore sur la joue de son frère, sans quitter Céline des yeux. « Et vous devez être mademoiselle Arnaud, la nouvelle perle rare qui, à ce que l'on dit, a réussi à faire un miracle. » Le mot « perle rare » était prononcé avec une pointe d'ironie à peine voilée. Céline se sentit instantanément jugée, mesurée et classée. Elle se contenta d'un simple « madame », en inclinant la tête avant de s'excuser pour les laisser en famille. En s'éloignant, elle sentit le regard de Sandrine dans son dos, un regard qui la déshabillait de sa dignité et la rabaissait à son statut d'employée. La discussion entre le frère et la sœur fut houleuse. Céline, en passant près du salon où ils s'étaient installés, ne put s'empêcher d'entendre des bribes de leur voix élevée. « Mais enfin, Guillaume, regarde-toi. Tu revis, c'est formidable, mais ne confonds pas tout, » disait Sandrine. « Cette femme est ta gouvernante. Il y a une ligne à ne pas franchir. Tu imagines ce que les gens diraient? Le conseil d'administration? Nos amis, les amis d'Élise? Tu es Guillaume Morel, tu ne peux pas t'encanailler avec le personnel. » M'encanailler. La voix de Guillaume était basse, vibrante de colère. « Céline m'a sorti d'un trou noir dont personne, pas même toi, n'a su me tirer. Tu parles de ligne à ne pas franchir? J'étais de l'autre côté d'une ligne bien plus importante, celle qui sépare la vie de la mort. Et elle a eu le courage de la traverser pour venir me chercher. Ce que tu appelles t'encanailler, j'appelle ça de la reconnaissance. Et peut-être plus. Plus, Guillaume, sois raisonnable. Cette fille vient de nulle part. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle est désintéressée? Un homme dans ta position, veuf et vulnérable, c'est une proie rêvée? Tu vas jeter par la fenêtre toute ta réputation, l'héritage d'Élise, pour une amourette de passage? Tu vas vraiment nous faire honte? » Céline n'en entendit pas davantage. Le mot « honte » résonna en elle avec une violence inouïe. Elle s'enfuit dans les couloirs, le cœur martelé par l'humiliation. Chaque mot de Sandrine était une gifle, la confirmation brutale de toutes ses craintes. Elle n'était à leurs yeux qu'une opportuniste, une menace pour leur monde bien ordonné, leur statut, leur argent. Peu importait ce qu'elle avait fait pour Guillaume, peu importaient ses intentions. Son crime était d'être qui elle était, une femme simple, sans particules ni fortune. Ce soir-là, elle ne descendit pas pour la tisane. Elle servit le dîner de Sandrine et Guillaume dans un silence glacial, évitant le regard de l'un comme de l'autre. Le lien fragile qui s'était tissé entre eux semblait s'être rompu sous le poids brutal de la réalité sociale. Tard dans la nuit, alors qu'elle rangeait la cuisine, le cœur lourd, Guillaume entra.
Il avait l'air épuisé, les traits tirés. « Céline, je suis désolé. Ce que ma sœur a dit, elle n'a fait que dire tout haut ce que tout le monde penserait, » le coupa-t-elle, sa voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Elle ne le regardait pas, s'affairant à essuyer un plan de travail déjà impeccable. « Je ne pense pas ça, moi. Ce que je pense, » il fit un pas vers elle. « Ce que je ressens. N'en dites pas plus, s'il vous plaît, » murmura-t-elle, posant enfin son chiffon. Elle se retourna et le regarda, ses yeux brillants de larmes, qu'elle refusait de verser. « Votre sœur a raison sur un point. Il y a une ligne, et nous sommes en train de l'effacer. Ce n'est bon ni pour vous, ni pour moi. Je suis votre employé. Remettons les choses à leur place. C'est plus simple, c'est plus sûr. » Sur ces mots, elle quitta la cuisine, le laissant seul au milieu de la pièce immense et silencieuse, plus seul peut-être qu'il ne l'avait jamais été depuis 3 ans. La danse dans la cuisine avait agi comme un révélateur. Elle avait rendu visible ce qui jusque-là ne faisait que murmurer sous la surface de leurs interactions polies et de leur complicité naissante, une attraction mutuelle, puissante et déstabilisante. Le lendemain matin, une gêne palpable flottait entre eux. Ils s'évitèrent, retournant instinctivement à leurs rôles respectifs. Lui, le maître du domaine reclus dans son bureau. Elle, la gouvernante affairée dans les couloirs. C'était une retraite stratégique, un besoin de reprendre son souffle après avoir frôlé un territoire inconnu et potentiellement dangereux. Le silence, cependant, n'était plus le même. Il n'était plus empli de chagrin ou de solitude, mais d'une tension vibrante, du souvenir de leurs mains enlacées et de leurs souffles mêlés. Chaque fois que leurs regards se croisaient, un courant électrique passait, un dialogue muet chargé de questions sans réponse. Était-ce réel, ou cela pouvait-il les mener? Avait-il le droit? Guillaume était le plus tourmenté des deux. D'un côté, il se sentait renaître. Céline était comme un rayon de soleil après un hiver sans fin. Elle réchauffait son âme gelée, lui rappelait qu'il était encore capable de ressentir de la joie, de l'intérêt, et ce nouveau sentiment troublant qui ressemblait à de l'affection. De l'autre, une culpabilité écrasante le rongeait. Il avait l'impression de trahir la mémoire d'Élise. Aimer de nouveau, ou même simplement désirer une autre femme, était-ce effacer les 20 années passées à ses côtés? Était-ce profaner son souvenir? Le portrait dans son bureau le regardait, non plus comme une source d'inspiration, mais comme un reproche silencieux. De son côté, Céline était aux prises avec des dilemmes plus pragmatiques, mais tout aussi douloureux. Elle était consciente de l'abîme social qui les séparait. Lui était un magnate, un héritier, une figure du monde vinicole français. Elle était une employée, une femme sans nom et sans fortune. Elle avait toujours été fière de son indépendance et de son intégrité. Se laisser aller à ses sentiments pour son employeur, n'était-ce pas tomber dans le pire des clichés? N'allait-on pas la prendre pour une arriviste, une femme profitant de la vulnérabilité d'un homme riche et en deuil? La simple pensée la faisait rougir de honte. C'est le monde extérieur qui vint briser cette trêve silencieuse et mettre leur peur à nu. Sandrine Morel, la sœur cadette de Guillaume, arriva au domaine sans prévenir, comme elle en avait l'habitude. C'était une femme élégante, à la quarantaine acérée, dont l'affection pour son frère était aussi sincère que son obsession pour les apparences et le statut social. Elle vivait à Paris et gérait les aspects marketing et relations publiques du domaine Morel, tentant vainement de maintenir l'image de la marque à flot malgré la réclusion de son président. Elle débarqua un après-midi, talons aiguilles claquant sur le gravier, et trouva son frère et Céline en pleine conversation sur la terrasse, examinant une carte des parcelles du vignoble étalée sur une table de jardin. Le soleil d'hiver était pâle mais présent, et il y avait dans la scène une intimité domestique qui la frappa immédiatement. Son frère riait, un vrai rire, pas le son étouffé et bref qu'elle lui avait parfois arraché au téléphone. Et il riait avec sa gouvernante. « Guillaume, quelle surprise de te voir prendre l'air !» lança-t-elle d'une voix un peu trop enjouée, son regard acéré balayant Céline de la tête aux pieds. Guillaume se leva, visiblement décontenancé. « Sandrine, je ne t'attendais pas. Évidemment, puisque tu ne réponds jamais à mes appels, j'ai des contrats importants à te faire signer. » Elle posa un baiser sonore sur la joue de son frère, sans quitter Céline des yeux.
Et vous devez être mademoiselle Arnaud, la nouvelle perle rare qui, à ce que l'on dit, a réussi à faire un miracle. Le mot perle rare était prononcé avec une pointe d'ironie à peine voilée. Céline se sentit instantanément jugée, mesurée et classée. Elle se contenta d'un simple « madame », en inclinant la tête avant de s'excuser pour les laisser en famille. En s'éloignant, elle sentit le regard de Sandrine dans son dos, un regard qui la déshabillait de sa dignité et la rabaissait à son statut d'employée. La discussion entre le frère et la sœur fut houleuse. Céline, en passant près du salon où ils s'étaient installés, ne put s'empêcher d'entendre des bribes de leur voix élevée. « Mais enfin, Guillaume, regarde-toi. Tu revis, c'est formidable, mais ne confonds pas tout, » disait Sandrine. « Cette femme est ta gouvernante. Il y a une ligne à ne pas franchir. Tu imagines ce que les gens diraient? Le conseil d'administration? Nos amis? Les amis d'Élise? Tu es Guillaume Morel, tu ne peux pas t'encanailler avec le personnel. » M'encanailler. La voix de Guillaume était basse, vibrante de colère. « Céline m'a sorti d'un trou noir dont personne, pas même toi, n'assume tirer. Tu parles de ligne à ne pas franchir? J'étais de l'autre côté d'une ligne bien plus importante, celle qui sépare la vie de la mort. Et elle a eu le courage de la traverser pour venir me chercher. Ce que tu appelles t'encanailler, j'appelle ça de la reconnaissance. Et peut-être plus. » Plus, Guillaume, sois raisonnable. Cette fille vient de nulle part. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle est désintéressée? Un homme dans ta position, veuf et vulnérable, c'est une proie rêvée? Tu vas jeter par la fenêtre toute ta réputation, l'héritage d'Élise, pour une amourette de passage? Tu vas vraiment nous faire honte? Céline n'en entendit pas davantage. Le mot « honte » résonna en elle avec une violence inouïe. Elle s'enfuit dans les couloirs, le cœur martelé par l'humiliation. Chaque mot de Sandrine était une gifle, la confirmation brutale de toutes ses craintes. Elle n'était à leurs yeux qu'une opportuniste, une menace pour leur monde bien ordonné, leur statut, leur argent. Peu importait ce qu'elle avait fait pour Guillaume, peu importaient ses intentions. Son crime était d'être qui elle était, une femme simple, sans particules ni fortune. Ce soir-là, elle ne descendit pas pour la tisane. Elle servit le dîner de Sandrine et Guillaume dans un silence glacial, évitant le regard de l'un comme de l'autre. Le lien fragile qui s'était tissé entre eux semblait s'être rompu sous le poids brutal de la réalité sociale. Tard dans la nuit, alors qu'elle rangeait la cuisine, le cœur lourd, Guillaume entra. Il avait l'air épuisé, les traits tirés. « Céline, je suis désolé. Ce que ma sœur a dit, elle n'a fait que dire tout haut ce que tout le monde penserait, » le coupa-t-elle, sa voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Elle ne le regardait pas, s'affairant à essuyer un plan de travail déjà impeccable. « Je ne pense pas ça, moi. Ce que je pense, » il fit un pas vers elle. « Ce que je ressens. N'en dites pas plus, s'il vous plaît, » murmura-t-elle, posant enfin son chiffon. Elle se retourna et le regarda, ses yeux brillants de larmes, qu'elle refusait de verser. « Votre sœur a raison sur un point. Il y a une ligne, et nous sommes en train de l'effacer. Ce n'est bon ni pour vous, ni pour moi. Je suis votre employé. Remettons les choses à leur place. C'est plus simple, c'est plus sûr. » Sur ces mots, elle quitta la cuisine, le laissant seul au milieu de la pièce immense et silencieuse, plus seul peut-être qu'il ne l'avait jamais été depuis 3 ans. L'air du domaine s'était cristallisé. Un hiver précoce ne s'était pas seulement abattu sur les vignes, mais également dans les couloirs du château, dans les regards furtifs et les mots soigneusement pesés. Céline avait érigé un mur de professionnalisme si haut et si impeccable que Guillaume se sentait plus démuni que jamais. Elle était redevenue mademoiselle Arnaud, la gouvernante parfaite. Ses « oui, monsieur » et « non, monsieur » étaient nets, polis et aussi froids que le marbre du hall d'entrée. Elle anticipait ses besoins, gérait la maison avec une efficacité redoutable, mais l'étincelle avait disparu de ses yeux lorsqu'il se posait sur lui. Elle ne fuyait pas son regard, elle le traversait, comme s'il était redevenu un simple élément du décor. Pour Céline, cette armure était une question de survie. Chaque geste professionnel, chaque réponse formelle était une façon de se protéger de la douleur de l'humiliation et, pire encore, de la vérité crue des paroles de Sandrine.
Elle se répétait que c'était pour son bien et pour le sien. Une liaison entre eux n'aurait mené qu'au scandale et au chagrin. Elle se réfugiait dans le travail, y mettant une énergie féroce, comme pour prouver à un jury invisible et à elle-même que sa valeur résidait dans sa compétence, pas dans sa capacité à charmer son employeur. Chaque pièce qu'elle faisait briller, chaque inventaire qu'elle mettait à jour était une affirmation silencieuse de son indépendance. Guillaume, lui, vivait cette distance comme une torture. Il avait goûté à la lumière et se retrouvait plongé dans une pénombre encore plus cruelle que son deuil initial. C'était une solitude habitée, une absence palpable à ses côtés. Il tenta plusieurs fois de briser la glace. « Le temps est plus clément aujourd'hui. Une promenade, vous direz ?» risqua-t-il un matin. « J'ai beaucoup à faire, monsieur. Je le regrette, » répondit-elle sans lever les yeux de son carnet. Ses tentatives maladroites se heurtaient à un mur de courtoisie infranchissable. Il se sentait gauche, frustré et profondément triste. Il avait perdu sa seule alliée, sa seule confidente, celle qu'il avait regardée et l'avait vue, vraiment. Sandrine était repartie pour Paris, satisfaite d'avoir remis les choses en ordre, mais ses paroles continuaient d'empoisonner l'atmosphère. Guillaume se sentait pris au piège, entre deux mondes. D'un côté, le monde de Sandrine, celui des apparences, des responsabilités, de l'héritage d'Élise qu'il ne voulait pas souiller. De l'autre, le monde simple et authentique que Céline lui avait entrouvert, un monde où il pouvait simplement être lui-même, un homme et non une institution. C'est une nouvelle crise, professionnelle cette fois, qui vint dynamiter ce statu quo glacial. Un matin, le téléphone sonna dans son bureau. C'était son directeur commercial, paniqué. Une délégation d'investisseurs japonais, menée par un certain monsieur Tanaka, un client historique et influent, avait avancé sa visite en France. Il serait au domaine Morel dans moins d'une semaine. Il s'attendait au grand jeu. Une réception impeccable, une dégustation privée des meilleurs millésimes, un dîner de gala. C'était exactement le genre d'événement qu'Élise orchestrait avec un brio inégalé. Elle avait un talent unique pour mêler le faste à la chaleur humaine, pour faire sentir à chaque invité qu'il était unique et privilégié. L'annonce eut l'effet d'un coup de poing dans l'estomac de Guillaume. En 3 ans, il avait annulé ou délégué toutes les réceptions de ce genre. Le domaine n'était absolument pas préparé. Le personnel n'avait plus l'habitude. Les salons de réception étaient endormis sous leurs draps blancs. Les contacts avec les meilleurs traiteurs de la région étaient rompus. Il se sentit submergé par une vague de panique pure. Annuler était impensable. Cela enverrait un signal désastreux au marché asiatique, crucial pour leurs exportations. Mais réussir semblait impossible. Il passa la journée enfermé, essayant de rassembler ses esprits, passant des appels, exhumant de vieux dossiers. Le soir, son bureau était un chaos de papiers, de listes de contacts obsolètes et de notes confuses. Il était seul, face à une montagne. Sa sœur était injoignable, en déplacement à Hong Kong. Il se sentit comme un roi sans royaume, un chef d'orchestre sans musicien. Et puis, une évidence s'imposa à lui. Il n'y avait qu'une seule personne dans cette maison qui possédait le sens de l'organisation, le calme et l'autorité naturelle pour l'aider à traverser cette épreuve. Il descendit tard dans la soirée. Il la trouva dans l'office, en train de vérifier les comptes de la semaine. Elle leva des yeux surpris en le voyant apparaître, l'air si défait. « Céline », dit-il, laissant tomber le formel « Mademoiselle Arnaud », sans même s'en rendre compte. « J'ai besoin de votre aide. » Elle se raidit, s'attendant à une nouvelle tentative de discussion personnelle. « S'il s'agit de... » « Non, ce n'est pas ça. C'est professionnel. » Il s'approcha, posant ses mains à plat sur la table, un geste de supplication involontaire. « J'ai un problème, un énorme problème. » Il lui expliqua la situation en quelques phrases rapides et précises. La visite surprise des Japonais, l'importance capitale du contrat, son propre désarroi. En l'écoutant, Céline vit la façade de l'homme d'affaires se craqueler pour révéler le simple homme dépassé par les événements. La gouvernante en elle, l'organisatrice, commença à analyser la situation, à dresser mentalement des listes de tâches. Mais la femme blessée en elle hésitait. L'aider, c'était se replonger dans une collaboration étroite avec lui. C'était abaisser les barrières qu'elle avait eu tant de mal à construire.
Monsieur, mon rôle est de gérer la maison, pas l'événementiel d'une grande entreprise, dit-elle, sa voix plus neutre qu'elle ne le voulait. Je sais, rétorqua-t-il, un éclair de désespoir dans les yeux. Mais qui d'autre? Vous êtes la seule ici qui sait faire bouger les choses, qui n'a pas peur de prendre des décisions, la seule qui voit ce qui doit être fait et qui le fait. Je ne vous demande pas cela en tant que... Il s'interrompit, cherchant ses mots. Je vous le demande parce que je suis au pied du mur et que je crois sincèrement que vous êtes la plus compétente pour m'aider. Oubliez tout le reste. Considérez cela comme une mission pour sauver ce domaine. Cette dernière phrase la toucha. Sauver ce domaine. C'était devenu plus que son lieu de travail. Elle s'y était attachée à cette belle endormie. Et elle voyait dans ses yeux non pas un caprice de patron, mais un appel à l'aide sincère. Refuser serait une forme de lâcheté. Accepter serait risqué, mais ce serait aussi la plus belle des réponses à apporter aux accusations de Sandrine. Prouver sa valeur non par la séduction, mais par l'action. Elle le regarda longuement, puis hocha la tête, lentement. « D'accord, je vais vous aider. » Un immense soulagement se peignit sur le visage de Guillaume, mais elle leva la main avant qu'il ne puisse parler. « À une condition. Pendant cette semaine, nous sommes des partenaires professionnels, ni plus, ni moins. Je vous rendrai des comptes, vous prendrez les décisions finales, mais vous me laisserez carte blanche pour l'organisation. C'est la seule façon pour que cela fonctionne. » Il la dévisagea, admiratif devant sa force de caractère. Elle ne se laissait pas submerger par l'émotion. Elle posait un cadre, clair et net. Elle prenait le contrôle. « D'accord, » dit-il sans la moindre hésitation. « Carte blanche. » Un pacte venait d'être scellé, une trêve fragile dans leur guerre froide personnelle, imposée par l'urgence. Dès le lendemain, ils allèrent devoir travailler main dans la main, plus proches que jamais. La tension serait omniprésente, mais désormais, elle aurait un objectif. La grande machine du domaine Morel allait se remettre en marche, sous la houlette inattendue de sa discrète gouvernante. Dès 6 heures du matin, le lendemain de leur pacte, le bureau de Guillaume avait changé de visage. Les piles de documents inertes avaient été triées et rangées, remplacées par un grand tableau blanc, ramené du chai et des plans du domaine étalés sur la table de conférence. Quand Guillaume y entra, une tasse de café à la main, il trouva Céline déjà au travail. Elle n'était pas l'employée attendant les ordres, mais une générale de campagne étudiant sa carte d'état-major. Un carnet ouvert devant elle, elle avait déjà dressé les grandes lignes d'un plan d'action. « Bonjour, monsieur », dit-elle sans lever les yeux, sa concentration totale. « Je pense que nous devons diviser les tâches en 4 pôles, logistique, réception, gastronomie et protocole. J'ai pris la liberté de lister les actions prioritaires pour chacun. Nous devons confirmer les réservations d'hôtels pour le personnel de Monsieur Tanaka, affréter un service de chauffeur, contacter les traiteurs. La liste est longue et nous n'avons que 5 jours. » Guillaume resta un instant silencieux, impressionné. Elle n'avait pas seulement accepté d'aider. Elle avait pris les rênes avec une autorité naturelle et une clarté d'esprit qui le laissèrent pantois. Il sentit une vague de soulagement si intense qu'elle en était presque étourdissante. Il n'était plus seul. « Appelez-moi Guillaume, » dit-il doucement. « Vous avez dit que nous étions des partenaires professionnels. Les partenaires ne s'appellent pas monsieur. » Elle releva enfin la tête, une lueur de surprise dans son regard. Puis elle hocha la tête, un accord silencieux. « Bien, Guillaume, alors voici le plan. » Les 3 jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités orchestrées. Le domaine Morel s'éveilla brutalement de sa longue léthargie. Pour la première fois depuis des années, les téléphones sonnaient sans cesse. Des livreurs se présentaient à la grille. Les voix du personnel résonnaient dans les salons où l'on retirait enfin les draps blancs des meubles. Le château reprenait vie et Céline en était le cœur battant. Guillaume l'observait fasciné. Il la voyait négocier au téléphone avec le plus grand fleuriste d'Angers, décrivant avec une précision étonnante le type de composition qu'elle souhaitait, sobre, élégante, avec une touche de couleur locale, tout en refusant fermement le devis initial, arguant avec un aplomb incroyable qu'en ces temps difficiles, un partenariat avec le domaine Morel valait bien un effort commercial. Elle obtint une remise de 20%.
Il la vit briefer l'équipe de nettoyage avec une autorité calme mais absolue, distribuant les tâches, fixant des délais, inspectant chaque détail, de la propreté des vitres à l'alignement parfait des couverts sur les tables. Elle n'élevait jamais la voix, mais sa simple présence suffisait à insuffler un sentiment d'urgence et de fierté à l'équipe. L'après-midi du deuxième jour, ils descendirent ensemble dans la cave de dégustation, une crypte voûtée où dormaient les trésors du domaine. C'était le sanctuaire de Guillaume, un lieu qu'il n'avait partagé avec personne depuis Élise. Il aligna plusieurs bouteilles prestigieuses sur la table en pierre. Pour le dîner principal, je pensais à un cheval blanc 1990 pour accompagner le bœuf. Et peut-être notre propre cuvée Élise 2010. Il parlait pour lui-même, replongé dans ses réflexes d'expert. Céline écoutait, le regard posé sur les étiquettes couvertes de poussière. « Monsieur Tanaka est un homme de tradition, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Un homme pour qui l'histoire et l'héritage ont de la valeur. »« C'est exact, » répondit Guillaume, surpris. « Alors, peut-être que le plus important n'est pas seulement le prestige du nom, mais l'histoire que la bouteille raconte. Y a-t-il un millésime qui a une signification particulière pour le domaine? Une année difficile, mais qui a donné un vin exceptionnel? Une histoire de ténacité? Elle avait repris le mot qu'il avait lui-même employé pour le Clos Saint-Jean. Guillaume la regarda, frappé par la justesse de son intuition. Elle ne comprenait peut-être pas l'œnologie, mais elle comprenait les hommes. Il reposa le cheval blanc et alla chercher, au fond de la cave, une bouteille sans prétention. Le millésime 1983, une année de gel terrible, mon père a failli tout perdre, il a veillé ses vignes nuit et jour, allumant des feux entre les rangs. Contre toute attente, il a produit un vin d'une finesse et d'une complexité extraordinaires. Personne n'y croyait. Il posa la bouteille devant elle. Voilà l'histoire que nous leur raconterons. Il travaillait jusqu'à tard dans la nuit, partageant des repas improvisés sur un coin de son bureau au milieu des plans de table et des listes d'invités. La fatigue émoussait leur défense. Les barrières professionnelles s'effritaient parfois, laissant place à des éclats de rire épuisés devant une erreur stupide ou à des silences confortables où leurs regards se croisaient un peu plus longtemps que nécessaire. Dans ces moments suspendus, ils n'étaient plus le patron et l'employé, mais deux êtres humains unis dans un effort commun, partageant une complicité née de l'urgence et du respect mutuel. La veille de l'arrivée de la délégation, alors que tout semblait presque prêt, Céline se tenait au centre de la grande salle à manger. Les tables étaient dressées, l'argenterie brillait, les verres scintillaient. C'était parfait, impeccable et terriblement froid. « Oh, il y a un problème !» dit-elle à Guillaume qui la rejoignait. « Quoi? Tout me semble parfait. C'est exactement comme Élise l'aurait voulu. C'est bien ça le problème, » répondit-elle doucement. « C'est un décor de gala magnifique mais sans âme. C'est impersonnel. On vend du vin mais surtout un terroir, une histoire. Il faut qu'il ressente la chaleur de cet endroit, pas la froideur d'un palais. » Guillaume fronça les sourcils, ne voyant pas où elle voulait en venir. « L'orangerie, » dit-elle soudain, ses yeux s'illuminant. « Vous vous souvenez? Le jardin d'hiver. » Il la suivit, perplexe, jusqu'à la grande verrière. Elle était désormais propre et vide, baignée dans la lumière dorée du soir. « Imaginez, » dit-elle, ses bras décrivant de grands cercles. Pas une grande tablée, mais plusieurs petites tables rondes, pour plus d'intimité. Des guirlandes lumineuses dans les arbres que nous rentrerons. Des plantes vertes partout. Le dîner ici, au milieu de la nature, avec la vue sur les vignes au crépuscule. Ce sera inoubliable, unique. L'idée était audacieuse, presque folle. Changer tout le plan à moins de 24 heures de l'événement était un risque énorme. Une partie de Guillaume, celle habituée à la tradition, au protocole, à la manière dont les choses se font, hurla en silence. Mais une autre partie, celle que Céline avait réveillée, était électrisée par sa vision. C'était frais, différent, c'était elle. Il la regarda, elle qui se tenait au milieu de la pièce vide, la transformant déjà par la seule force de son imagination. Il prit une décision. Faisons-le. La nuit fut courte et fiévreuse. Avec l'aide du jardinier et de 2 membres du personnel qu'ils convainquirent, ils transformèrent l'orangerie.
Aux premières lueurs de l'aube, épuisés mais triomphants, ils contemplèrent leur œuvre. C'était magique. L'endroit était métamorphosé en un jardin féerique et élégant. La lumière des guirlandes se reflétait sur le cristal des verres, les plantes créaient des alcôves intimes, et l'odeur de la terre humide se mêlait au parfum des fleurs. Guillaume se tourna vers Céline, son visage fatigué mais radieux. « C'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. » Il fit une pause, sa voix empreinte d'une émotion sincère. Élise était une hôtesse magnifique, la meilleure, mais elle n'aurait jamais pensé à ça. C'est complètement différent. Ça, c'est vous. Le compliment la toucha au plus profond. Il ne la comparait plus. Il la voyait. Leur regard se verrouilla. La fatigue, la fierté partagée, la magie du lieu, tout conspirait à dissoudre la dernière barrière entre eux. Il fit un pas vers elle, sa main s'élevant presque d'elle-même pour toucher sa joue. Sentant le danger, ou peut-être pour se protéger elle-même, Céline rompit le charme. « Tout est prêt », dit-elle d'une voix qui se voulait professionnelle, mais qui tremblait légèrement. « Nos invités peuvent arriver, je vais m'assurer que le café est chaud. » Elle se détourna et quitta la pièce, le laissant seul au milieu de la splendeur qu'ils avaient créée ensemble. L'écho de leur victoire flottant dans l'air, chargé d'une tension aussi exquise que dangereuse. Les berlines noires arrivèrent à 15 heures précises, glissant en silence sur l'allée de gravier fraîchement ratissée. Monsieur Tanaka et sa délégation de 4 personnes en descendirent. Ils étaient l'incarnation d'une élégance sobre et d'un professionnalisme impeccable. Céline les observa depuis une fenêtre du premier étage, le cœur battant. Elle était vêtue d'une robe noire simple mais parfaitement coupée, une création de sa mère, envoyée en urgence par colis express, ses cheveux relevés en un chignon strict. Elle était à la fois chef d'orchestre et spectatrice invisible. Son travail était fait, le spectacle allait commencer. Guillaume les accueillit sur le perron, seul. Il n'était plus l'ombre voûtée des derniers mois. Droit dans un costume sur mesure, le visage rasé de près, il avait retrouvé la stature d'un capitaine au commandement de son navire. Il y avait une assurance nouvelle dans sa poignée de main, une chaleur dans son sourire de bienvenue qui n'était pas feinte. Céline, de son poste d'observation, sentit une immense vague de fierté la submerger. La visite commença par le chai et les caves. Guillaume parlait avec une ferveur qu'elle ne lui avait jamais connue en public, expliquant les processus de vinification, l'histoire de chaque parcelle. Il n'était plus seulement un héritier, il était le gardien passionné d'un savoir-faire. Céline, en retrait, veillait à ce que tout se déroule sans accroc, coordonnant par des gestes discrets le service de l'eau, s'assurant que la température de la cave de dégustation était parfaite. Le moment clé fut la dégustation du millésime 1983. En servant le vin à la robe ambrée, Guillaume ne se contenta pas d'en décrire les arômes. Il raconta l'histoire du gel, des feux entre les vignes, de l'obstination de son père. « Ce vin, conclut-il, son regard balayant ses invités, avant de se poser une fraction de seconde sur Céline, qui se tenait près de la porte, n'est pas le fruit de la perfection, mais de la résilience. Il nous rappelle qu'un grand terroir, comme un grand homme, révèle son véritable caractère, non pas dans la facilité, mais dans l'adversité. » Monsieur Tanaka le regarda par-dessus son verre, un signe de tête lent et approbateur. Il avait compris. L'histoire n'était pas seulement celle du vin, mais aussi celle de l'homme qui le lui servait. Puis vint le soir et la magie de l'orangerie. Quand Guillaume ouvrit les portes de la verrière, un murmure de surprise admirative parcourut le groupe des investisseurs. L'endroit était métamorphosé. Les guirlandes lumineuses tissaient un ciel étoilé sous la verrière. La lueur des bougies dansait sur le cristal, et les plantes vertes créaient une atmosphère de jardin secret, intime et luxueux. L'effet fut immédiat et puissant. Le formalisme de la journée laissa place à une détente visible sur les visages. Le dîner fut une symphonie parfaitement orchestrée. Chaque plat, chaque vin, chaque parole était à sa place. Guillaume était un hôte charmant, attentif, passant d'une table à l'autre, engageant la conversation, riant de bon cœur. Il semblait avoir rajeuni de 10 ans. Au milieu de l'agitation,
Céline se déplaçait en silence, un fantôme bienveillant s'assurant que le balai du service était fluide, que les verres n'étaient jamais vides, que chaque détail était conforme à la perfection qu'elle avait imaginée. Ce fut M. Tanaka qui brisa sa discrétion. Alors qu'elle supervisait le service du dessert, il l'interpella doucement. « Mademoiselle !» Elle se tourna vers lui. « C'est vous qui avez imaginé cette merveille ?» demanda-t-il avec un sourire fin, en désignant l'orangerie d'un geste de la main. Gênée d'être ainsi mise en lumière, elle rougit légèrement. « J'ai simplement fait une suggestion, monsieur. C'est monsieur Morel qui... » Guillaume, qui s'était approché, l'interrompit. « Ne soyez pas si modeste, Céline. » Il posa une main légère sur son bras, un geste possessif et fier qui n'échappa à personne, et surtout pas à un journaliste local du Flambeau de Tours, invité de dernière minute pour couvrir ce qui était perçu comme le grand retour du domaine Morel sur la scène publique. « Céline Arnaud, ma plus proche collaboratrice », la présenta-t-il à M. Tanaka. « C'est sa vision et son incroyable talent d'organisation qui ont rendu cette soirée possible. Elle est la nouvelle âme de cette maison. » Les mots la frappèrent en plein cœur. Ma plus proche collaboratrice, la nouvelle âme. C'était une promotion publique, une légitimation qui dépassait de très loin son statut. Elle sentit tous les regards converger vers elle, ceux curieux des Japonais. Celui bienveillant de Guillaume et celui bien plus insistant du journaliste qui prenait des notes frénétiquement sur son calepin. Elle se sentit exposée, vulnérable, mais aussi pour la première fois reconnue à sa juste valeur, au-delà de son tablier de gouvernante. La soirée se termina tard. Les contrats furent évoqués avec un enthousiasme qui ne laissait aucun doute sur leur future signature. Monsieur Tanaka, en prenant congé de Guillaume sur le perron, lui serra la main chaleureusement. « Morel-san, vous m'avez impressionné aujourd'hui. Je suis venu voir l'état de vos affaires et j'ai vu la renaissance d'un homme. Votre domaine a une histoire magnifique, mais je crois que le meilleur millésime est encore à venir. » Son regard glissa discrètement vers la silhouette de Céline, qui attendait en retrait. Ne laissez personne abîmer une récolte si prometteuse. Lorsque la dernière voiture eut disparu dans la nuit, un silence profond retomba sur le domaine. Guillaume et Céline se retrouvèrent seuls au milieu de l'orangerie désertée. Les bougies se consumaient, le personnel avait commencé à ranger, mais l'atmosphère magique flottait encore. Ils étaient épuisés, vidés, mais traversés par une euphorie palpable. Ils avaient réussi. Ensemble, Guillaume se tourna vers elle. Le masque du PDG était tombé. Ne restait que l'homme, dont les yeux brillaient d'une gratitude et d'une admiration infinie. « Je n'ai pas de mots, Céline. Vous vous en êtes très bien sortie, » répondit-elle, tentant de garder une contenance. « Non, » dit-il en s'approchant, « c'est vous, c'est tout vous. Sans vous, rien de tout ça n'aurait existé. Je serais encore enfermé dans mon bureau, à regarder les murs. Vous n'avez pas juste sauvé une soirée ou un contrat. Il était tout près d'elle maintenant. Son parfum, mêlé à l'odeur des fleurs et de la cire chaude, l'enveloppait. Je crois que vous êtes en train de me sauver, moi. » Le pacte professionnel était rompu, pulvérisé. Les non-dits des dernières semaines affluaient à la surface. Il leva la main, lentement cette fois, sans hésitation. Ses doigts vinrent se poser sur sa joue, un geste d'une infinie tendresse. Elle ne recula pas. Elle ferma les yeux, savourant ce contact pour lequel elle avait lutté, ce contact qu'elle avait craint, ce contact qui signifiait tout. La nuit avait à peine cédé la place à une aube grise et cotonneuse, que le domaine semblait encore vibrer de l'euphorie de la veille. Une paix nouvelle habitait les murs. Lorsque Céline descendit dans la cuisine, elle trouva Guillaume déjà là, chose qui n'était jamais arrivée. Il était adossé au plan de travail, une tasse fumante à la main, et il l'attendait. Un sourire sincère, débarrassé de toute son ancienne mélancolie, éclaira son visage quand il la vit. « Bonjour », dit-il simplement. Mais ce simple mot contenait tout le soulagement et la joie du monde. « Bonjour », répondit-elle, le cœur un peu serré. Elle ne pouvait s'empêcher de rougir en se remémorant son geste tendre dans l'orangerie. Il lui tendit une tasse qu'il avait préparée pour elle. Ils burent leur café en silence, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence plein de promesses,
de la reconnaissance d'un lien désormais indéniable. C'était le silence de deux personnes qui se retrouvent enfin au même endroit, au même moment, après un long voyage solitaire. Le château, autour d'eux, était encore leur bulle, leur refuge. Le monde extérieur et ses jugements semblaient à des milliers de kilomètres. Pour quelques heures encore, ils étaient juste Guillaume et Céline. Leur bulle éclata à 9 heures précises, avec la stridence du téléphone. C'était Sandrine. Guillaume décrocha dans son bureau, Céline à ses côtés, ils étudiaient ensemble le planning de la journée. Le ton de sa sœur était si perçant que Céline pouvait l'entendre à travers le combiné. « Oh mais qu'est-ce que tu as fait, Guillaume? Qu'est-ce que tu as fait? C'est une catastrophe !» Guillaume fronça les sourcils, passant de la surprise à l'agacement. « Sandrine, bonjour à toi aussi. La soirée a été un immense succès. Les Japonais sont ravis. » « Les Japonais? Mais je me fiche des Japonais. Est-ce que tu as vu le flambeau de Tours ce matin? L'édition en ligne au moins, c'est partout. Le cœur du roi de la Loire bat à nouveau. La Cendrillon des vignes a-t-elle trouvé son prince? Tu te rends compte du ridicule? Tu nous couvres de honte. Chaque mot était comme une vipère. Cendrillon des vignes. L'expression frappa Céline avec la violence d'une gifle. Elle se sentit soudain nue, exposée, réduite à un cliché sordide de conte de fées pour midinette. Guillaume blêmit. Il cliqua fébrilement sur son ordinateur. L'article apparut en une du site d'information locale. La photo, prise à la dérobée, était floue, mais sans équivoque. On y voyait Guillaume, la main sur le bras de Céline, la regardant avec une adoration non dissimulée, tandis qu'il la présentait à M. Tanaka. Le journaliste avait transformé son hommage sincère en une déclaration d'amour sirupeuse et scandaleuse. Le texte était un chef-d'œuvre de sous-entendu venimeux. Il louait la renaissance miraculeuse du magnate reclus, attribuée aux soins attentifs de sa charmante et très discrète gouvernante, mademoiselle Céline Arnaud, originaire de Cholet. Chaque mention de son origine modeste, de son rôle de gouvernante, était juxtaposée à la richesse et au statut de Guillaume, créant un contraste aussi délibéré que malveillant. Elle n'était pas sa collaboratrice, non, mais la nouvelle âme du château, une expression que le journaliste avait mise entre guillemets, la vidant de sa sincérité pour en faire une insinuation romantique. L'article se terminait sur une question rhétorique. Derrière cette réussite commerciale, se cache-t-il le début d'une idylle qui fera couler beaucoup d'encre et de vin? Guillaume raccrocha brutalement au nez de sa sœur et passa une main tremblante sur son visage. « Les salauds !» murmura-t-il. Il se tourna vers Céline, son regard rempli de fureur et de remords. « Céline, je suis tellement désolé. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû. » Mais Céline ne l'écoutait déjà plus. Elle se sentait salie. On l'avait dépouillée de son travail, de sa dignité, de sa fierté, pour la transformer en personnage de roman à l'eau de rose. L'héroïne arriviste profitant d'un veuf vulnérable. La prédiction de Sandrine s'était réalisée avec une cruauté effrayante. « Je dois aller voir si le personnel a besoin de moi », bégaya-t-elle, avant de fuir le bureau, laissant Guillaume seul avec sa colère impuissante. En traversant les couloirs, l'atmosphère lui parut changer. Les « bonjours, mademoiselle Arnaud » du personnel étaient un peu plus hésitants. Les regards la frôlaient avant de se détourner rapidement. Elle surprit deux femmes de ménage qui chuchotaient dans la lingerie, s'interrompant brusquement à son arrivée. Le journal local était posé sur une table, plié à la page fatidique. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Elle n'était plus la gouvernante respectée, la sauveuse du domaine. Elle était devenue le sujet de la dernière rumeur, le scandale du jour. Chaque recoin du château, qui avait été son royaume d'ordre et d'efficacité, semblait maintenant la juger, l'épier. Elle s'enferma dans sa chambre, les mains tremblantes. Elle ne pleurait pas. La blessure était trop profonde pour les larmes. C'était un sentiment froid de désolation. Elle avait franchi une ligne invisible. Elle s'était laissée emporter par l'espoir insensé qu'un lien puisse exister entre leurs deux mondes. Et la réalité venait de la rattraper, brutale. Le monde de Guillaume Morel était régi par des règles qu'elle ne comprendrait jamais,
des codes de conduite où une femme comme elle ne serait jamais acceptée comme une égale, mais toujours suspectée d'être une intruse. En regardant par la fenêtre les vignes qu'elle avait appris à aimer, elle ne vit plus un paysage de promesses, mais la frontière infranchissable de son monde. Aimer Guillaume, elle le comprenait maintenant avec une clarté terrible. Ce n'était pas l'élever, lui, mais le rabaisser aux yeux des siens. C'était devenir la source de sa honte, la tache sur sa réputation, la Cendrillon des vignes. Le sobriquet ricanait dans sa tête. Elle avait passé sa vie à travailler dur pour ne jamais avoir à dépendre de personne, pour être respectée pour ce qu'elle faisait, pas pour ce qu'elle pouvait obtenir d'un homme. Et en quelques heures, tout ce qu'elle avait construit était réduit en cendres par quelques lignes dans un journal. Ce soir-là, Guillaume la chercha. Il la trouva dans la bibliothèque, où elle feignait de réorganiser des livres. « Céline, il faut qu'on parle. On va surmonter ça. Je vais faire un démenti, je vais attaquer ce journal. On s'en fiche de ce qu'il pense. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a entre nous. » Elle se retourna lentement, son visage d'une pâleur de cire. Ses yeux étaient sombres, emplis d'une résolution qui glaça le sang de Guillaume. « Il n'y a rien entre nous, Guillaume. Il n'y a jamais rien eu d'autre qu'une relation professionnelle qui a momentanément dérapé. Je suis votre gouvernante, et vous êtes mon employeur. L'article est une fantaisie grotesque. » Chaque mot était un mensonge, et chaque mensonge lui coûtait une parcelle de son âme. Mais elle devait le dire. C'était la seule façon de le protéger de lui-même et d'elle. « Ah, tu ne penses pas un mot de ce que tu dis, » répondit-il, la voix brisée. « C'est pourtant la vérité, » insista-t-elle, son regard la défiant de la contredire. « J'ai apprécié la confiance que vous m'avez accordée pour la réception. C'était un défi intéressant. Mais maintenant, les choses doivent reprendre leur cours normal. Je vous prie de m'excuser, j'ai encore du travail. » Elle le contourna et quitta la pièce, droite et digne, sans un regard en arrière, laissant derrière elle un homme complètement anéanti et un mensonge si énorme qu'elle se demanda comment elle allait pouvoir continuer à vivre avec. Dans son esprit, une décision terrible commençait à prendre forme, la seule issue logique, la seule honorable à ses yeux. Les 2 jours qui suivirent furent une lente agonie. Le mensonge de Céline, si froidement asséné dans la bibliothèque, avait gelé toute communication entre eux. Elle s'était murée dans son rôle de gouvernante, exécutant ses tâches avec une précision mécanique, son visage un masque de neutralité impénétrable. Guillaume, de son côté, errait dans le château comme un lion en cage. Il oscillait entre la colère contre un monde qui les jugeait, le désespoir face au mur qu'elle avait érigé, et une certitude absolue qu'elle mentait, qu'elle se sacrifiait sur l'autel de sa réputation. La renaissance qu'il avait vécue se consumait, menaçant de ne laisser que des cendres amères. Le château était redevenu une prison, mais cette fois, les barreaux étaient faits de non-dits et de fierté blessée. Au matin du 3e jour, Guillaume se réveilla avec une résolution nouvelle. Assez attendu, assez souffert en silence, il allait la confronter, abattre ses défenses, la forcer à admettre la vérité de leurs sentiments, quel qu'en soit le prix. Il ne laisserait pas la peur et les préjugés lui voler une seconde fois la chance d'être heureux. Il descendit, le cœur battant, prêt pour la bataille. Mais la maison était étrangement silencieuse. Pas de bruit feutré venant de l'office, pas d'odeur de café frais. Il alla dans la cuisine. Personne. Dans la lingerie. Vide. Une angoisse sourde commença à monter en lui. Il monta l'escalier menant aux appartements du personnel, un chemin qu'il n'avait jamais emprunté. Il frappa à la porte de la chambre de Céline. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, plus fort. Rien. Pris d'un mauvais pressentiment, il tourna la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Il l'ouvrit doucement. La chambre était vide. Le lit était fait au carré, avec une rigueur militaire. Les quelques livres qui étaient sur la table de chevet avaient disparu. La petite photo de sa mère n'était plus là. L'armoire entr'ouverte révélait des cintres nus. L'ordre impeccable de la pièce criait son absence avec une violence inouïe. Elle était partie. Son regard fut attiré par une seule chose qui rompait la perfection de la pièce. Une enveloppe blanche posée bien au centre du dessus de lit. Son nom, Guillaume, y était calligraphié d'une écriture soignée et ferme.
Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Il en sortit une unique feuille de papier pliée en deux. Les mots étaient peu nombreux, mais chacun était un poignard. « Guillaume, je vous demande pardon pour ce départ soudain, mais il est nécessaire. Ma présence ici ne vous cause plus que du tort, et c'est une chose que je ne peux accepter. J'ai appris dans cette maison qu'un grand vin révèle son caractère dans l'adversité. Votre caractère est trop grand pour être abîmé par un scandale sans importance. Vous avez un héritage à préserver et un avenir à reconstruire. Vous le ferez magnifiquement, j'en suis certaine. Ne croyez pas que je pars par lâcheté, je pars par fierté. Je n'ai pas honte de qui je suis. Mais je ne deviendrai pas un motif de honte pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Céline Arnaud. » Le papier lui glissa des mains. C'était donc ça, la finalité, froide, nette, implacable. Elle ne l'avait pas seulement quitté, elle avait pris une décision pour lui. Elle l'avait jugé incapable de gérer les conséquences de leur relation. Elle l'avait protégé comme on protège un enfant. Dans son esprit à elle, c'était un acte de noblesse, un sacrifice. Pour lui, c'était l'insulte ultime, l'abandon. Une douleur fulgurante le transperça, une douleur familière, celle de la perte, de l'impuissance. Il s'assit sur le lit vide, qui sentait encore son parfum discret, et laissa sa tête tomber entre ses mains. Pendant un instant, l'ancien Guillaume, celui du deuil et de la réclusion, menaça de reprendre le dessus, de le noyer dans une nouvelle vague de chagrin. Mais alors, quelque chose d'autre monta en lui, une rage sourde, une colère pure, non pas contre elle, mais contre la situation, contre le destin, contre sa propre passivité. Élise lui avait été enlevée par un accident, une force contre laquelle il ne pouvait rien. Mais Céline lui était enlevée par des mots stupides sur un journal, par la peur des « qu'en dira-t-on », par sa propre sœur, par un fossé social archaïque et ridicule. Et cette fois, il n'était pas impuissant. Cette fois, ce n'était pas la vie qui décidait pour lui. « Non », murmura-t-il dans le silence de la chambre, « pas cette fois. » Il se releva d'un bond, une énergie féroce le propulsant hors de sa torpeur. Il descendit les escaliers, 4 à 4, ignorant les regards étonnés du personnel qui commençait sa journée. Il traversa le hall d'entrée sans même jeter un regard au portrait de ses ancêtres. Au diable les traditions, l'héritage, la réputation. Qu'est-ce que tout cela valait si c'était pour vivre seul dans un mausolée doré? Céline lui avait rappelé qui il était, l'homme du portrait. Et cet homme-là se battait pour ce qu'il aimait. Il ne prit pas le temps de se changer. En chemise et pantalon de flanelle, il se rua vers le garage. Il ignora la berline avec chauffeur et sauta dans sa propre voiture, un vieux cabriolet Jaguar qu'il n'avait plus conduit depuis la mort d'Élise. La clé tourna dans le contact et le moteur rugit, un son brutal qui déchira le silence matinal du domaine. Il fonça dans l'allée, faisant crisser les graviers sous les pneus, passa la grille sans ralentir. Direction Cholet. Il ne connaissait pas son adresse exacte, mais il la trouverait. Il retournerait la ville s'il le fallait. Dans sa tête, une seule phrase tournait en boucle, un mantra de survie. Pas cette fois. Il conduisait vite, trop vite. Le vent froid de l'hiver lui cinglait le visage, mais il ne le sentait pas. Il était entièrement consumé par sa mission. Ce n'était plus Guillaume Morel, le magnate du vin, qui était au volant. C'était un homme qui courait pour rattraper sa vie avant qu'elle ne lui échappe de nouveau. Et tandis que les vignobles du Saumurois défilaient à toute vitesse, flous sur les côtés, il sentait pour la première fois, non pas qu'il fuyait son passé, mais qu'il conduisait à tombeau ouvert vers son avenir. Cholet n'était qu'à 1 heure de route, mais pour Guillaume, ce fut le voyage le plus long de sa vie. Chaque kilomètre avalé était une bataille contre le doute qui tentait de s'infiltrer dans son esprit. Et s'il arrivait trop tard? Et si elle refusait de le voir? Et si sa fierté, cette force admirable qui l'avait séduit, était aussi le rempart infranchissable qui les séparerait à jamais? Il serra le volant, le cuir usé sous ses doigts, et appuya sur l'accélérateur. La peur était un moteur, la détermination son carburant. Arrivé dans les rues de Cholet, il gara la Jaguar dans une ruelle, le cabriolet de luxe détonnant au milieu des façades modestes et des voitures familiales. Il n'avait aucune adresse, seulement un nom, Arnaud, et un métier, couturière.
Dans une ville de cette taille, ce n'était pas grand-chose, et c'était tout. Il entra dans la première boulangerie qu'il vit, le parfum du pain chaud lui rappelant ce qu'elle lui avait dit de son père. La boulangère, une femme aux joues roses de farine, le dévisagea, intriguée par cet homme élégant à l'air si tourmenté. « Je cherche une dame du nom d'Arnaud. Elle est couturière ?» demanda-t-il. La femme plissa les yeux. « Ah, la petite Madame Arnaud, oui, bien sûr, une femme en or, un travail impeccable. Son atelier est dans sa maison, juste au bout de la rue des Fleurs. La petite maison avec les géraniums rouges au balcon. Vous ne pouvez pas la manquer. La rue des Fleurs. » Le nom était si simple, si doux, un contraste absolu avec le tourbillon qui agitait Guillaume. Il remercia la boulangère et s'y rendit à pied. C'était une rue calme, pavée, bordée de petites maisons de ville bien tenues. Et là, au bout, il la vit. La maison aux géraniums. Devant, une petite enseigne en fer forgé, discrète. L'atelier de Madame A. Retouche et création. Par la vitrine, il aperçut la silhouette de Céline, de dos. Elle aidait sa mère, une femme menue, aux cheveux gris, à plier un grand coupon de tissu sur un comptoir. Elle portait un simple jean et un pull, et elle était infiniment, douloureusement belle dans sa simplicité. Il prit une profonde inspiration et s'avança. En le voyant traverser la rue, le cœur de Céline manqua un battement. Elle se figea, le tissu glissant de ses mains. C'était impossible. Que faisait-il ici, dans son monde, dans sa rue? Sa mère suivit son regard et resta bouche bée en voyant cet homme, si manifestement d'un autre univers, s'arrêter devant leur porte. Guillaume n'entra pas dans la boutique. Il attendit sur le trottoir. Son regard intense la suppliait. Céline sentit ses jambes flageoler. Elle murmura quelques mots à sa mère et sortit, refermant la porte derrière elle, comme pour protéger son sanctuaire de cette intrusion improbable. Ils se firent face sur le pavé gris de la rue Modeste. Le vent froid faisait volter une mèche de ses cheveux. Ses yeux étaient emplis de reproches, de surprise et d'une tristesse infinie. « Que faites-vous ici, Guillaume ?» Sa voix était un souffle brisé. « Vous ne devriez pas être là. Et toi, tu devrais être au domaine, » répondit-il, sa propre voix rauque d'émotion. « Chez toi. Ce n'est pas ma place et vous le savez. »« Non, Céline, tu te trompes. » Il fit un pas vers elle. Il n'avait pas son costume, sa posture de magnate. Il n'était qu'un homme, en chemise, les cheveux en désordre, le cœur à nu. « J'ai lu ta lettre. Tu parles de honte, de ma réputation. Tu crois que c'est ça qui compte? Ma réputation? Mon nom ?» Il secoua la tête, un sourire amer sur les lèvres. Et puis, il fit une chose qui stoppa le temps dans la petite rue des Fleurs. Sous le regard médusé de la mère de Céline, qui épiait par la fenêtre, et d'un voisin qui promenait son chien, Guillaume Morel, le grand patron du domaine Morel, posa un genou à terre, sur le trottoir froid et humide. Il leva les yeux vers elle, et tout l'or du monde n'aurait pu acheter la sincérité et la vulnérabilité qui brillaient dans son regard. « Tu n'as rien compris, » dit-il d'une voix qui tremblait, mais ne fléchissait pas. « Tu n'as pas sauvé mon nom. Tu as sauvé l'homme qui se cache derrière. Tu as retrouvé un homme brisé dans l'obscurité et tu l'as ramené à la lumière morceau par morceau. Tu lui as réappris à marcher, à respirer, à rire. Et cet homme t'aime, Céline. Plus que sa réputation, plus que son héritage, plus que la peur du scandale. Il t'aime. S'il te plaît, ne le laisse pas retomber dans le noir. » Les larmes que Céline avait si vaillamment contenues se mirent à couler, silencieuses, sur ses joues. Elles n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de capitulation. Ses murs, sa fierté, sa peur, tout venait de s'effondrer devant cet homme à genoux sur un trottoir de Cholet. Il n'avait pas envoyé un chauffeur, il n'avait pas téléphoné. Il était venu lui-même, sans armure, sans masque, lui offrir son cœur avec la plus simple et la plus grande des déclarations. Elle tendit ses mains tremblantes vers lui, et il les saisit, les serrant comme si sa vie en dépendait. « Relève-toi » murmura-t-elle à travers ses larmes. Il se releva et, sans un mot de plus, il la prit dans ses bras, au milieu de la rue, l'enlaçant avec toute la force de celui qui a cru tout perdre et qui vient de tout regagner. Le retour au domaine Morel fut différent. Ce n'était pas un patron ramenant son employé, c'était un couple rentrant à la maison. Céline était à ses côtés, sur le siège passager du cabriolet.
sa main posée sur la sienne. À leur arrivée, Guillaume rassembla tout le personnel dans le grand hall. Debout, Céline à ses côtés, il annonça simplement « Mademoiselle Arnaud restera au domaine, mais plus en tant que gouvernante. Elle restera à mes côtés, en tant que ma compagne et partenaire. C'est elle, désormais, la dame de cette maison. J'attends de chacun de vous que vous lui montriez le respect et l'affection qu'elle mérite. » Le lendemain, il fit rouvrir l'atelier d'Élise. Pas pour le transformer en sanctuaire, mais pour en faire une pièce à vivre, un atelier de création ouvert à tous, un lieu où la lumière et l'art pourraient de nouveau fleurir. Le grand portrait inachevé fut accroché non pas dans son bureau, mais dans le salon principal, non pas comme le rappel d'un passé douloureux, mais comme le témoignage d'un amour qui avait su engendrer le renouveau. La vie reprit au domaine Morel, mais une vie différente. Les événements organisés mélangeaient désormais la sophistication du monde de Guillaume à la simplicité chaleureuse de celui de Céline. On y voyait des vignerons locaux discuter avec des collectionneurs internationaux. On y organisait des journées portes ouvertes pour les habitants de la région. Lentement, les deux mondes apprenaient à fusionner. L'amour de Guillaume et Céline n'effaçait pas la douleur de son passé, mais il l'intégrait, le transformait, un peu comme le temps transforme le raisin en un vin complexe et précieux. Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais quelque chose de bien plus rare, une vérité, profonde, courageuse et authentique.